Dans un village vivait une belle dame et une terrible sorcière. La seconde était laide, avec des cheveux ternes et des os saillants, mais le pire était que son corps dégageait les ténèbres les plus terribles, pour lesquelles elle était surnommée la sorcière maudite. La méchante a kidnappé et mangé de jeunes enfants, et ses malédictions étaient si fortes qu'elles ont répandu la mort partout, et à cause d'elle, le village a été englouti par la peste. La belle dame ne pouvait plus rester à l'écart. Après avoir uni les gens, elle conduisit la sorcière dans la forêt sombre, après quoi la paix revint enfin, et personne n'entendit plus parler de la sorcière vivant dans la forêt. C'était l'histoire de Cheryl, une grosse vendeuse de fruits et légumes d'une quarantaine d'années, secouant du doigt 3 garçons d'environ 8 ans. La femme leur disait strictement de ne pas entrer dans cette forêt, et s'ils voyaient une sorcière, de courir immédiatement, sinon elle les attraperait et les mangerait. Les agités ont accepté de le faire, mais leur humeur ne s'est pas détériorée en riant. Les garçons ont couru jouer. L'un d'eux était encore un peu confus par l'histoire, et il demanda à ses camarades avec surprise pourquoi la sorcière était maudite et non maudite. L'un des amis rit et dit que c'était parce que la sorcière puait. La façon dont une femme rondelette élevait des enfants était entendue par 2 étrangers étranges, qui ressemblaient à des voyageurs, leurs visages cachés par de longs cheveux peignés et les capuches de manteau. L'homme aux cheveux roux avait un manteau couleur perle avec un nœud, la brune avait un manteau noir avec une doublure écarlate, épinglée par une broche dorée en forme de feuille. Il semblait que c'était une sorte d'armoirie. Le voyageur aux cheveux roux s'est indigné qu'il s'avère qu'il existe encore des arrière-pays où des montagnards ignorants appellent les magiciens des sorcières. La brune n'a pas dit un mot, s'est retournée et est partie. Bégayant, le supplia d'attendre et lui dit qu'il ne pouvait pas partir. Le village appartenait au domaine du baron Grandi, son luxueux manoir était entouré d'un magnifique jardin, derrière il y avait une rivière rapide pleine de poissons et des montagnes majestueuses s'élevaient sur l'autre rive. Il buvait du thé dans le manoir, le baron blond moustachu et son fils non moins blond venaient de renvoyer la servante obséquieuse. La fille, cette même belle dame, était assise près de la fenêtre et admirait la belle vue, ou peut-être elle cherchait quelque chose. Elle portait une robe rose tendre, qui mettait en valeur sa peau de porcelaine avec un rougissement délicat, un nœud dans ses cheveux blonds assorti à la robe, un vase en porcelaine blanche avec des fleurs roses debout à côté d'elle sur le rebord de la fenêtre complétait l'image, digne de le pinceau des meilleurs artistes. Les lèvres pourpres de la jeune femme étaient pincées, et d'après l'expression de ses immenses yeux bleus, il était clair qu'elle pensait à quelque chose et s'interrogeait sur quelque chose. Se tournant vivement et efficacement vers son père, la baronne Alicia lui demanda confirmation de ses paroles, sur lesquelles elle venait de se demander si ce n'était vraiment pas un rêve et si le prince héritier cherchait vraiment une épouse. Le baron Grandi a déclaré avec un sourire que, apparemment, les rumeurs ne mentent pas, puisque son chemin s'étend même à travers les terres du village. Alicia déclara fièrement qu'elle avait confiance en elle et que comment quelqu'un, même si c'était le prince héritier, ne tomberait pas amoureux d'elle au premier regard, et que son père n'avait qu'à l'aider un peu, la jeune baronne le ferait. S'occupe elle-même du reste. Le baron Grandi a confirmé qu'il ferait n'importe quoi pour sa fille, mais intérieurement il en doutait. Le baron ne pouvait pas croire que l'héritier du trône impérial, qui ne regardait même pas les filles pas assez nobles, cherchait une épouse dans les petits villages. Son fils était d'accord avec lui. Soudain, ils furent tous 2 abasourdis de surprise lorsqu'ils entendirent la baronne, une belle jeune rose, maudire quelqu'un avec colère et dégoût. Le doux visage de la jeune femme se tordit lorsqu'elle vit par la fenêtre qu'une jeune fille très semblable à elle, vêtue de haillons, sale et échevelée, se tenait près du portail et exigeait quelque chose du portier. Alicia était indignée de la façon dont cette sale nullité avait osé venir vers eux. Le père a demandé à la jeune femme de se calmer, disant qu'il viendrait régler le problème lui-même, mais la fille voulait le faire elle-même. La mère inquiète d'Alicia et son frère sont venus au cri. La même blonde est toujours très attirante, bien que plus aussi épanouie. Ils se sont tenus avec son père, attendant avec impatience ce que leur fille ferait. À la porte, le portier, toussant et se couvrant le nez, essayait de repousser une femme émaciée et sale vêtue d'une vieille robe déchirée. Une odeur âcre et désagréable émanait de la jeune fille. La salope a affirmé qu'elle était la 2e fille du baron, Laetitia, ce à quoi le portier a répondu qu'avant de mentir, elle devait d'abord se laver le visage et qu'elle sentait comme si elle s'était baignée dans un puisard. La jeune fille était hors d'elle de colère. La baronne Alicia n'avait pas l'air moins en colère, alors qu'elle se dirigeait rapidement vers la porte d'un pas fier et fier, s'éventant avec un éventail pour chasser la puanteur. Le gardien a essayé de dissuader la dame de s'approcher de la sale femme, mais la jeune femme a voulu parler elle-même à l'invité non invité et la renvoyer. Le portier a promis d'attendre à proximité. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent simplement debout, se regardant l'un l'autre, la noble et la sale femme en haillons, étrangement semblables en termes de visage, bien que les traits d'Alicia fussent plus doux et sa taille un peu plus grande.
La jeune femme a regardé l'invité avec mépris et attente. Au début elle l'a simplement regardé avec un regard haineux, puis a tristement baissé la tête et a dit qu'elle était venue parce que sa maison s'effondrait. Alicia demanda brusquement quel était le but de cette histoire. Laetitia continua que depuis le 3e mois maintenant, rien ne lui avait été envoyé du domaine, donc elle n'avait rien à manger. La fille reconnue du baron s'est indignée avec colère combien de temps la salle exigerait qu'on s'occupe d'elle, et qu'à son âge il était grand temps qu'elle apprenne à prendre soin d'elle-même. La jeune femme a annoncé durement que la sale femme devait trouver un mari et montrer ses caprices ou gagner sa vie elle-même, et a demandé avec colère si elle n'avait pas honte de vivre ainsi. Saisissant sa tête, la baronne expira avec indignation, puis sortit une pièce d'or et la jeta par le portail sur le sol, disant que si la puante avait besoin de quelque chose, alors laissez-le aller l'acheter. La jeune fille en haillons dit d'un ton hésitant et maussade que, comme Alicia le sait, elle ne peut pas aller au marché. Laetitia n'a pas ramassé la pièce. Croisant les bras et regardant furieusement son interlocuteur apeuré, la baronne au sourire malicieux lui demanda pourquoi elle ne pouvait pas aller au marché, était-ce vraiment à cause de la puanteur? Laetitia s'est de nouveau mise en colère et Alicia lui a dit de ne pas la forcer à répéter, et a ajouté que la simple vue du pétitionnaire lui donnait la chair de poule. La jeune femme était indignée du fait qu'elle se mettait soudainement à puer à cause du visiteur. Elle a essayé de faire passer un mot, mais Alicia l'a traitée de foutue sorcière puante et lui a ordonné de ne plus être revue. Se retournant, la jeune baronne partit, sans écouter les autres demandes de Laetitia. Elle se tenait tristement dans sa robe déchirée, trop courte, au-dessus de la cheville, qui était autrefois bleue. Lorsque la jeune femme entra dans le manoir, le pétitionnaire se retourna tristement et rentrait chez lui. Le soir, sous une pluie battante, Laetitia atteint une vieille cabane en bois dans la forêt, dans laquelle elle vivait depuis 10 ans. Il faisait sombre et humide dans la misérable cabane, à cause des fissures, le vent répandait des broussailles sur le sol et la pluie tombait dans la cabane par un trou dans le toit. Laetitia était déprimée et en colère à cause de la quantité de ménage qu'elle devait faire, et elle souffrait également beaucoup. À cause de la pluie, le sol était si glissant que la jeune fille, ce n'était pas la première fois, s'est blessée et le sang coulait abondamment le long de sa jambe. Un faible rayon de lumière provenant de la fenêtre éclairait à peine une table en bois non peinte avec 2 chaises identiques l'une en face de l'autre. Au-delà d'elle, presque rien n'était visible. La jeune fille atteignit la table et s'assit avec lassitude. La pauvre pensait tristement et avec colère qu'elle avait erré toute la journée, mais qu'elle n'avait rien trouvé d'utile, et qu'elle devait également coudre des vêtements avec des restes de tissu et au moins mettre un seau là où le toit fuyait, mais dans le noir, je ne pouvais rien faire. Avec colère, la mendiante regarda sa misérable table, sur laquelle se trouvait une tasse vide, des ciseaux rouillés et un chandelier en cuivre renversé sur un lourd support et avec une grosse aiguille pour attacher une bougie. En colère, Laetitia pensa que même si elle avait pu utiliser l'argent, elle n'aurait pas touché au cadeau de la jeune sœur arrogante qui l'avait rejeté. Dès la petite enfance, Alicia savait utiliser sa gentillesse pour manipuler les gens. Tout le monde l'aimait, qui n'avait qu'un an de plus. Elle était également mignonne en apparence, mais une odeur constante émanait de son corps, qui ne pouvait être emportée. Dès la naissance de la sœur cadette, les parents ont immédiatement rejeté l'aînée, qui était désagréable à approcher. The mother screamed. Anyone coming of age in a month, the adult female would be expelled, and in the end, Laetitia a été envoyée dans une grange, à l'écart du manoir, où elle s'amusait tranquillement avec diverses ordures et vieux jouets qu'on lui apportait rarement. La fille ne pleurait presque plus, réalisant que personne ne viendrait la consoler. Peu les gens connaissaient les origines de la fille. Plusieurs années passèrent et soudain, à travers une fissure de la grange, Laetitia vit son père et sa sœur caresser un petit poulain. C'était son cadeau de 8e anniversaire. Alicia était heureuse que le baron se souvienne du genre de cadeau qu'elle voulait vraiment pour son anniversaire. Le père a répondu que, bien sûr, il se souvenait de tous les souhaits de sa petite fille. Personne n'a jamais célébré l'anniversaire de Laetitia, 9 ans, et elle n'a jamais vu sa sœur, dont les gens du domaine chuchotaient toujours. Alicia, vêtue d'une robe élégante avec un nœud et des boucles magnifiquement coiffées, a également remarqué un désordre négligé qui sortait de la fissure, dont elle avait entendu parler à plusieurs reprises. Riant malicieusement, la plus jeune fille du baron demanda à son père de quitter la grange, expliquant que l'odeur y était si infecte qu'elle ne pouvait plus la supporter. Le baron proposa de retourner au domaine et la petite dame accepta. Laetitia regardait par la fente, sans détourner le regard. Elle voulait être avec ses gens, sa famille, mais elle avait peur qu'ils la chassent, d'autant plus que sa sœur cadette avait déjà montré son attitude à son égard. Avec ressentiment et envie, la fille rejetée regarda partir son père et sa sœur, un homme blond majestueux vêtu d'un gilet de velours et d'une chemise en soie, et une fille agitée habillée comme une poupée avec un regard maléfique.
La petite Laetitia a réalisé encore plus fortement sa solitude, sa pauvreté réelle et le dégoût qu'elle provoque chez les gens sans rien faire. Au total, la baronne en disgrâce a vécu pendant 10 ans dans une grange sale et 10 ans encore dans une vieille cabane forestière presque sans meubles. Frappant la table avec son poing écorché et sale, Laetitia s'exclama avec frustration pourquoi elle devait vivre ainsi, était-ce vraiment parce qu'elle était une sorcière maudite par la puanteur? Alors que les proches de la jeune femme mendiante menaient une vie bien nourrie dans une maison riche, elle avait souvent faim et froid, et dans sa cabane, en plus d'une table et d'une chaise, il y avait d'un vieux tapis juste en dessous. La table, un lit, des sacs et des casseroles en fonte posés dans les coins. Rejetée par sa famille et tout son entourage, la jeune fille était offensée et indignée que ce n'était pas de sa faute si elle était née ainsi. En larmes, elle se souvint de son grand-père, le seul qui ne la chassait pas et communiquait avec elle de temps en temps, même s'il ne s'approchait pas beaucoup. Expulsé par son propre fils pour ivresse, servait désormais de palefrenier dans le domaine qui lui appartenait autrefois, il disait souvent que ce n'est qu'en surmontant les épreuves envoyées par Dieu que l'on peut trouver le bonheur. Seule la foi en ces paroles a permis à la jeune femme exilée de survivre dans la forêt pendant tant d'années, depuis son enfance, dans la chaleur et le froid, craignant les animaux sauvages et travaillant comme une paysanne, alors que sa sœur ne faisait que s'amuser au bal et donner des ordres. Dans la chaleur et le confort, vêtue de vêtements sales en lambeaux, souvent pieds nus, Laetitia errait dans la forêt, en été à la recherche de bail, et pendant les mois froids, ramassant des broussailles pour le petit bois, ses bras et ses jambes étaient déchirés par les branches, il y avait des contusions partout à cause des chutes. Assise à une table sordide et écoutant la pluie couler à travers le toit qui fuit, la jeune fille de 21 ans se souvient de toutes les années de sa vie solitaire et misérable dans la forêt. Elle pensait qu'elle ne pouvait plus attendre ce bonheur dont parlait le vieux baron. Dans de tristes pensées, la mendiante barbouillée et égratignée pinçait les lèvres et tripotait le tissu sale de sa misérable robe. Soudain, l'attention de la jeune fille fut attirée par un bruit étrange, quelqu'un frappait à la porte. La fille exilée du baron savait que, grâce aux efforts de sa sœur, elle était connue sous le nom de sorcière maudite, alors ils essayèrent de ne pas s'approcher de sa hutte abandonnée par Dieu, et elle fut surprise de savoir qui cela pouvait être. Il est peu probable que quiconque sur le domaine lui ait apporté de la nourriture ou d'autres choses nécessaires le soir, peut-être que les voleurs ont trouvé la cabane et ont décidé de se cacher immédiatement de la pluie et de voler, et peut-être même de tuer, les propriétaires. D'un autre côté, il pourrait s'agir simplement d'une voyageuse perdue qui n'avait nulle part où s'abriter des intempéries et passer la nuit, mais tout le monde dans le quartier a dû entendre parler de sa cabane et l'a évité. La jeune fille était paniquée, elle n'osait pas l'ouvrir, mais les coups s'intensifièrent. Laetitia pensait que peut-être même Dieu avait décidé de se moquer d'elle, sinon pourquoi quelqu'un se présenterait-il chez elle? Avec hésitation, la sale femme s'est dirigée vers la porte et a attrapé la poignée, mais a retiré sa main. La jeune fille échevelée resta debout pendant un moment, regardant la porte d'un air pensif et craintif, elle avait peur que celui qui entrerait la tue. Mais, se souvenant de sa vie et réalisant que tout serait pareil à l'avenir, la sale petite fille a décidé que s'il existe un Dieu, qu'il lui envoie quelqu'un qui la sauvera de tous les malheurs. D'un mouvement brusque, la sale femme ouvrit la porte et se figea de surprise lorsqu'elle vit la personne frappée. C'était un homme de grande taille vêtu d'un manteau noir avec une doublure écarlate, épinglée d'une broche semblable à un blason. Il regardait calmement Laetitia sous la capuche, ne montrant aucun dégoût face à l'odeur ni insatisfaction face au temps. La jeune fille était effrayée par cette sérénité, ainsi que par toute la silhouette de l'étranger, sa capuche, son beau visage mortellement pâle, partiellement recouvert de mèches de cheveux noirs qui n'avaient pas été coupées depuis longtemps. Mais le plus terrifiant de tous étaient les yeux du visiteur, scintillant derrière ses mèches de cheveux, jaune ambré, avec une teinte dorée et avec des pupilles étroites en forme de chat. En plus de l'apparence de l'inconnu, Laetitia a été choquée par le fait qu'en principe, quelqu'un se tenait à côté d'elle. L'ermite ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était tenue près d'une autre personne ou avait clairement vu le visage de quelqu'un d'autre. Même lorsque son père rendait visite à Laetitia une fois par an, au cours de la conversation, elle ne pouvait pas voir ses traits avec précision, car le baron ne permettait pas à sa fille de quitter la grange alors qu'il se tenait devant la porte. Juste en face d'elle, se tenait un bel homme inconnu, étrangement calme, avec des yeux effrayants et des intentions incompréhensibles. Souriant doucement, l'homme masqué remercia poliment le propriétaire de la cabane de lui avoir ouvert la porte. L'étranger pâle aux yeux de chat expliqua qu'il était parti à la chasse, mais qu'il s'était perdu sous la pluie, et demanda s'il pouvait se reposer dans la cabane. La jeune fille pensait qu'elle s'était précipitée vers l'entrée en vain, elle doutait de pouvoir croire que l'étrange visiteur chassait. En revanche, il ne ressemblait pas à un voleur. De plus, l'étranger a promis une bonne récompense au mendiant surpris.
Sortant une pièce d'or, l'intrus aux yeux de chat lui demanda si cela suffisait. L'ermite fut d'abord étonnée en voyant l'argent, puis elle pleura presque, car il lui était impossible de venir au marché. Se détournant de l'étrange étranger et entrant dans la maison, Laetitia dit qu'il n'avait pas besoin d'argent et qu'il devait simplement passer par là. L'homme pâle au manteau fut surpris lorsqu'il entra dans la hutte, il commença à clarifier si le paiement n'était vraiment pas nécessaire, mais s'arrêta rapidement. Dans les mains du sale homme se trouvait un lourd chandelier avec une énorme aiguille. Tenant une arme de fortune devant elle, la blonde échevelée a crié aux visiteurs de ne pas s'approcher d'elle, et qu'elle lui permettrait de rester dans la cabane pendant un moment s'il obéissait. L'homme avait l'air perplexe et offensé, mais il leva les mains et confirma avec un sourire qu'il se reposerait juste un peu et partirait, car c'était le domaine de Laetitia. L'ermite ne faisait pas confiance au comportement soumis de l'homme au manteau, elle soupçonnait que l'étrange visiteur pouvait avoir des intentions cachées. Las chicas discutían sobre si valía la pena estar allí tan tarde para practicar, ya que podría estar prohibido o ser francamente peligroso. Roxy respondió, mirando el fuego que salía de su dedo, que todavía no podría dormir, pero al menos... À table, avec un sourire poli, il ôta sa capuche, révélant le col d'une chemise en soie blanche comme neige et un petit gilet gris. L'invité essaya d'être gentil, même si quelque chose de prédateur brillait dans son regard. Regardant l'hôtesse avec un regard complètement mauvais de ses yeux dorés aux pupilles effrayantes, une brune pâle, légèrement échevelée derrière sa capuche, se plaignit de l'obscurité et proposa d'allumer la lumière. Laetitia expliqua timidement qu'il n'y avait plus d'huile pour la lampe. Le visiteur, avec une joie étrange et mal dissimulée, a demandé si c'était vraiment fini, a confirmé la baronne disgraciée, continuant de pointer la pointe de son arme vers l'homme. L'étranger regarda le chandelier avec appréciation et semblait avoir décidé qu'il ne présentait pas beaucoup de danger, même s'il valait mieux ne pas demander son utilisation. Souriant gentiment, l'homme au manteau noir a déclaré qu'il était souvent confronté à un manque d'articles ménagers importants, les gens les stockaient rarement pour une utilisation future, alors qu'ils devraient le faire. Laetitia lui demanda d'un air menaçant ce qu'il voulait dire par là, et elle-même pensa que quelque chose n'allait clairement pas, car à cause de l'odeur, il devrait être difficile pour un étranger de respirer à côté d'elle. El chico pensó que a pesar de que la criatura es enorme, si usas el cuchillo correctamente, puedes herirla o incluso matarla. Y luego, con un movimiento brusco de su mano, arrojó el cuchillo directamente al monstruo, y el cuchillo rápidamente se dirigió directamente hacia el monstruo. La jeune fille a promis que si l'homme en imperméable se contractait, elle lui briserait la tête avec son arme improvisée, mais le visiteur a sorti le contenu du portefeuille et le propriétaire de la cabane a été choqué. Au lieu d'argent, il y avait des morceaux de viande séchés dans le portefeuille, et l'étranger, ôtant son manteau et s'essuyant le visage avec un mouchoir de soie blanche, dit qu'il lui suffisait que la jeune fille l'ait sauvé et le remercia. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à un repas de la part de son hôtesse et qu'il ne pensait pas que son bœuf séché était suffisant comme remerciement pour tout, donc si la fille voulait autre chose... Laetitia se méfiait, elle n'avait jamais mangé de viande séchée auparavant et ne s'attendait pas non plus à ce qu'un étranger apporte de la nourriture, tandis que par souci de décence, la jeune fille apportait une assiette, la trouvant à peine dans le noir, de sorte que la viande reposait sur la vaisselle. Et j'ai pensé que cela vaudrait la peine de préparer un dîner normal. Tout en allumant le feu et en hachant le chou, Laetitia marmonna qu'elle n'avait besoin de rien d'autre, et elle se demanda pourquoi le visiteur parlait comme s'il répondait à n'importe quelle demande, et trouva qu'il était très étrange. De façon inattendue, l'étranger a posé à l'ermite une question sur qui elle était, une mendiante née d'une baronne, bégayant, a demandé pourquoi il avait besoin de cela, l'homme a expliqué qu'il voulait savoir qui était son sauveur. Laetitia était confuse par cette formulation, la jeune fille ne comprenait pas si elle voulait dire un nom ou autre chose, l'étranger expliqua que comme il passerait du temps dans la cabane, ce serait plus facile s'il avait la possibilité d'appeler sa maîtresse par son nom. L'ermite, qui essayait juste de trouver des restes de sel pour la soupe, marmonna à contre-séhur qu'elle s'appelait Laetitia, l'invité non invité, souriant gentiment, dit qu'il était Bertram. Sans se retourner, la maîtresse de maison grommela qu'elle n'avait pas demandé le nom du visiteur. La jeune fille à la robe miteuse était mécontente de ce que l'invité essayait réellement d'accomplir, sa manière de parler lui semblait étrange, mais familière, ses vêtements semblaient également inhabituels. Une brune vêtue d'une chemise blanche comme neige et d'un gilet gris a interpellé la maîtresse de maison, qui était entrée dans ses pensées. De repente, con ayuda, siente que alguien lo está mirando y rápidamente, agachándose, se esconde detrás del cadáver del monstruo. La jeune fille s'est inquiétée et a commencé à bien remuer le futur dîner, et l'étrange invité lui a demandé ce qu'elle préparait et a dit qu'il aimerait dire que ça sent délicieux, mais qu'il ne peut pas le sentir.
Stinky s'est rendu compte que c'était ça, c'est pourquoi le visiteur se comporte si calmement et ne plisse même pas le nez. L'ermite demanda si l'invité ne pouvait vraiment pas sentir et si ce n'était pas le test de Dieu. Lamiéndose los labios, nota que entre ellos hay alguien con un olor similar a asesinato y crueldad hacia él. A la mañana siguiente, el cadáver del monstruo aparece en la habitación donde se reunieron todos los candidatos y Howard les informa a todos que este monstruo fue encontrado cerca de los muros del castillo. L'ancien propriétaire du domaine, exilé aux écuries, entretenait des conversations avec sa petite fille, l'encourageant et l'éduquant du mieux qu'il pouvait. Bien qu'il ait eu l'inconvénient d'être constamment ivre, il a beaucoup appris à la jeune fille. Même de petites choses comme la nécessité d'être poli envers les aînés et le fait qu'il ne faut pas nager dans l'eau froide si l'on ne veut pas tomber malade ne sont pas des choses auxquelles la petite fille aurait pu penser toute seule. Malgré le fait que Laetitia vivait dans une grange et était constamment méprisée à cause de la puanteur, le grand-père, bien qu'il ait tordu le visage, ne s'est pas moqué de sa petite fille et ne l'a pas ignorée. Il était aussi l'un des rares à savoir que Laetitia était baronne grandie de naissance, c'est peut-être pour cela qu'il a choisi de l'élever, à cause de l'appel du sang ou du sens de la justice, ou peut-être à cause de sa propre solitude. La jeune fille s'est plainte à plusieurs reprises qu'elle ne pouvait plus vivre comme elle vivait, ce à quoi le vieil homme, privé de son titre, a répondu que Dieu ne pardonne pas à ceux qui mettent fin à leur jour. Le grand-père a expliqué à sa petite fille incrédule que si vous faites cela, vous devrez payer dans la prochaine vie. Mais la jeune fille ne pouvait pas appeler la vie le besoin de supporter une cruauté incessante et de ne pas mourir simplement par peur pour sa prochaine existence. Le grand-père regarda sa petite fille avec surprise et reproche, la fille décida qu'il allait maintenant répéter qu'elle était stupide. Sin embargo, este demonio era hábil y Cal milagrosamente logró notarlo, y tal vez todavía esté deambulando por alguna parte. Grand-père a suggéré que cela pourrait être le plan de Dieu, ce à quoi Laetitia s'est indignée. Le grand-père a expliqué que chaque vie a son prix et qu'il est sûr que la puanteur émane de la peau de Laetitia pour une raison, peut-être que si elle arrive à y faire face, l'odeur désagréable disparaîtra. Et maintenant, Laetitia adulte se tenait en face de son étrange visiteur, et il ne sentait pas du tout la puanteur émanant d'elle. L'ermite doutait que l'étranger n'ait vraiment aucun sens de l'odorat et qu'il la perçoive comme une personne tout à fait ordinaire, mais la jeune fille eut un éclair d'espoir que l'étranger puisse devenir son ami. Laetitia a demandé à l'invité comment il se faisait qu'il ne puisse plus sentir, il a expliqué que c'était à cause d'une blessure, étant enfant, il était tombé d'un cheval, la jeune fille a pensé que cela semblait être vrai. Lilian entró al pasillo con pasos silenciosos, instando a los chicos a no apresurarse. L'ermite était silencieusement attristé de ne jamais avoir l'occasion de ressentir l'arôme d'un feu brûlant ou la fraîcheur de la nature après la pluie, dont de rares personnes autour d'elle parlaient de temps en temps. Le visiteur a dit qu'il était désolé de ne pas pouvoir profiter de l'arôme de son délicieux plat. L'hôtesse n'était pas prête à recevoir un tel compliment et répondit confusément qu'il s'agissait d'une simple soupe aux choux. La jeune fille a essayé de faire face à l'espoir de se lier d'amitié avec un visiteur étrange, elle s'est expliqué que le fait qu'il n'avait pas d'odorat ne changeait rien, il avait juste besoin d'un endroit où rester pendant une courte période. Soudain, l'homme pâle assis à sa table grimaça. L'hôtesse fut d'abord étonnée, puis décida qu'il faisait toujours semblant de ne pas sentir. L'invité s'est plaint d'avoir été trop négligent avant de découvrir la cabane, c'est pourquoi il a été blessé, et maintenant, semble-t-il, la plaie s'est ouverte. Laetitia a demandé si l'étranger avait été blessé, il a confirmé et a dit que lorsque la pluie cesserait, il retournerait chez lui et soignerait la blessure. La mendiante n'y croyait pas, elle savait très bien qu'elle exprime habituellement un regard qui assombrit les visages des gens en sa présence, et elle croyait qu'elle ne pouvait pas confondre ce dégoût et ce mépris avec autre chose. Cela ne servait à rien d'y penser, et la seule chose que l'ermite dit à son visiteur, en se détournant de lui et en baissant la tête, fut qu'il devait partir dès que la pluie cesserait. Le visiteur était tourmenté par quelque chose de complètement différent, posant sa tête sur sa paume, il se disait que pour l'instant il était impossible de faire ce qu'il avait en tête, que la fille n'était pas encore prête. Un étrange homme pâle aux yeux de chat voulait serrer Laetitia dans ses bras, enfoncer ses dents dans son cou et goûter son sang. Vers la tombée de la nuit, il y eut un dîner au domaine du baron Grandi, pas très luxueux, mais délicieusement servi et avec les meilleurs plats que le cuisinier pouvait préparer. Le prince héritier lui-même était présent au dîner, une grande et pâle jeune brune vêtue d'un caraco brodé avec une précieuse broche en forme de croix sur un large revers rabattu. Les yeux de l'invité important étaient d'un ambre rare, même plus proche de l'or, de couleur et avec des pupilles inhabituellement étroites, des cheveux tombant légèrement sur les yeux ébouriffés. Il mangeait peu et sans appétit, le propriétaire du domaine craignait que son cher hôte n'aime peut-être pas quelque chose. De repente, uno de los chicos le tendió la mano, cuando de repente algo lo golpeó rápidamente en las piernas y el bruto voló al suelo.
Le prince héritier a déclaré qu'après avoir essayé un seul plat, il avait réalisé à quel point le cuisinier du domaine était bon, et que c'était une découverte et le mérite du propriétaire. Le baron a été flatté et a proposé de boire à l'invité. Après avoir bu du bon vin rouge, l'invité important s'est tourné vers le propriétaire du domaine, lui disant qu'il errait dans la forêt et qu'il était tombé par hasard sur une cabane, et demandant si sa noblesse savait qui habitait là. Le prince héritier a répondu qu'il était errant dans la forêt hier. Le baron hésita et répondit qu'il ne savait pas qu'il y avait une cabane dans la forêt, confirma le prince Bertram, qualifia la cabane de très ancienne et demanda avec surprise si la forêt n'appartenait pas réellement aux possessions de Grandy. Y efectivamente resultó que Lillian, acompañada de su caballero, se dirigía hacia... En sirotant son vin, le prince héritier reconnut que la forêt était grande et dit au baron consentant qu'il avait commencé à chasser à la lisière nord de la forêt, mais qu'en sortant, il se retrouva dans la partie sud du domaine. El santo dijo que dado que el progreso fue mayor de lo esperado, se aceleraría el cronograma de entrenamiento. Le propriétaire du domaine se taisait, il n'aimait vraiment pas que son Altesse s'intéresse autant à la forêt et à la cabane, mais il n'osait pas interrompre le prince héritier, et en plus, il ne voulait pas révéler qu'il en savait plus qu'il ne le laissait entendre. La fille blonde du baron porta un foulard en dentelle à sa jolie bouche, resta silencieuse pendant un moment, puis déclara de manière décisive et assez haut qu'elle avait essayé de garder le silence, mais qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. Le père a eu peur et a tenté d'interrompre la jeune femme, qui sait ce qu'elle aurait pu laisser échapper. Mais le prince héritier l'en empêcha, précisant le nom de la jeune baronne, et lui disant également qu'il était très intéressé par ce qu'Alicia allait raconter, et lui disant de continuer. Plissant les yeux avec ruse et colère, la jeune femme a déclaré que dans une cabane forestière vivait une sorcière, une femme très effrayante qui maudissait les gens à mort. La jeune femme a dit avec émotion au prince Bertram attristé que la sorcière dégageait une odeur terrible qui pouvait être sentie de l'autre côté de la colline. Ne prêtant pas attention aux efforts de son père pour l'arrêter, la jeune femme a poursuivi en disant que même le pouvoir de la famille royale, oint pour le pouvoir par Dieu, ne pouvait pas faire face à une telle odeur. Howard miró a su alrededor y preguntó si todos habían sido distribuidos, luego notó que Rousey y Cal estaban separados, con los brazos cruzados sobre el pecho. La jeune femme supplia le prince de rester à l'écart de la cabane forestière, ce à quoi il répondit qu'il comprenait parfaitement que la dame s'inquiétait pour la famille impériale. La baronne commença à acquiescer joyeusement. Le prince Bertram a regretté que les animaux de la forêt ne puissent désormais être observés que de loin et a demandé s'il ne serait pas préférable, en principe, d'éviter la forêt. En regardant le prince héritier de différentes manières, la baronne Alicia était confusément d'accord avec ses paroles et a ajouté que cela serait arrivé de toute façon à cause de la puanteur. Le cher invité n'était pas d'accord avec le fait que Laetitia dégageait une puanteur, le prince Bertram n'aurait pas tourné la langue, pour ainsi dire, pour lui c'était un léger arôme floral, plus beau que n'importe quelle rose. L'héritier du trône aux yeux dorés a rappelé que lorsqu'il sentait cette odeur merveilleuse qui touchait accidentellement son nez, ses jambes semblaient le porter à la source. Pas une seule plante n'avait une odeur aussi tentante pour le prince, l'odeur semblait réveiller tous ses instincts endormis et ressusciter la sauvagerie qui s'était affaiblie chez Bertram, le transformant en animal pendant le rut. Il se souvenait de la soupe aux choux que Laetitia offrait au fil impérial comme dégoûtante, il n'oserait pas appeler la cuisine un plat à partir d'un seul légume. Bertram a rappelé que la jeune fille avait un chandelier, mais que les bougies sont des choses chères, seul le baron et certains riches marchands pouvaient se les offrir sur le domaine. Le prince héritier se demanda d'où pouvait provenir le chandelier dans une maison aussi délabrée et décida que Laetitia avait sans aucun doute un lien avec le baron. En regardant la fille du baron, Alicia, qui ressemblait beaucoup à Laetitia, seulement plus grande, plus soignée et un peu plus ronde, l'héritier de l'empereur réalisa que ces deux filles devaient être des parents, probablement des sœurs. Avec son air arrogant et ses tentatives agaçantes pour plaire, a irrité Bertram. Fermant un instant les yeux, le prince héritier imagina sa sœur en disgrâce, mal élevée, vivant dans la pauvreté et la saleté, mais sincère, surtout, avec un arôme excitant. Rousey usó sus habilidades y todo a su alrededor comenzó a brillar de color rosa. Bajo la influencia de esta luz rosa, el monstruo quedó atrapado en el suelo y no podía. La habilidad de Rousey resulta ser el control, lo que la obliga a seguir órdenes. Les astuces d'Alicia et de son père étaient trop évidentes pour le prince, qui avait grandi dans une atmosphère d'intrigue de palais et avait été spécialement formé aux techniques de gestion des personnes, et lui paraissait de mauvaise qualité. Bertram comprit immédiatement que le baron ne laissait pas simplement se reposer le serviteur fatigué, mais souhaitait par avance que la jeune baronne escorte l'invité important jusqu'à sa chambre.
Le prince pensait que seul son serviteur achèterait un tel truc, et puis pour de l'argent, mais cela ne le dérangeait pas de goûter le sang d'Alicia et décida qu'il valait mieux la laisser le guider que de devoir monter dans sa chambre en sous-vêtements. D'autant plus que vous ne pourrez peut-être pas résister et mordre la dame à mort. Pendant ce temps, la jeune femme faisait semblant de se tordre la cheville, haletante, elle tombait droit sur Bertram. Saisissant les mains du prince héritier, la jeune femme lui demanda à voix basse de lui pardonner d'avoir trébuché, il fit semblant d'avoir peur pour la jeune femme et lui demanda si elle allait bien. Pressée près du futur empereur avec ses seins généreux et son décolleté profond, la belle blonde a déclaré qu'elle allait bien, grâce à son Altesse. Le prince pensait qu'Alicia, qui avait grandi dans l'amour de ses parents stupides, était trop gâtée et trop habituée au plaisir. Dans la capitale, une telle apparition comme la sienne n'était pas rare, mais dans le domaine provincial, la jeune femme lui apprit tous les avantages qu'elle pouvait. L'héritier du trône pensait aussi avec tristesse que la plus jeune fille du baron avait l'air soignée et élégante, et qu'elle savait bien se comporter en public, grâce aux adultes qui étaient toujours avec elle, contrairement à la fille aînée. En regardant la jeune femme, le prince héritier décida que puisqu'elle ressemblait tellement à Laetitia, il serait indulgent, mais Bertram n'avait pas non plus l'intention d'encourager son impudence. D'une voix douce, suggéra au futur empereur de l'emmener dans sa propre chambre. Pero aún así llegó el momento de terminar con ellos, y Rousi les ordenó que se retorcieran el cuello. La dame étonnée et offensée commença à demander à son Altesse ce qu'elle voulait dire, mais s'arrêta net, effrayée. Plein de haine et de mépris, les yeux de l'héritier de l'Empire brillaient d'un feu doré et ressemblaient aux yeux d'une bête en colère. Effrayée, mais espérant toujours séduire l'héritier du trône, Alicia tenta de dire quelque chose pour apaiser le prince et s'imposer à lui comme une escorte supplémentaire. Bertram a déclaré durement qu'il avait déjà mémorisé la structure du domaine et qu'il savait comment se rendre dans sa chambre. Alicia ne put contenir son indignation, elle tenta de s'y opposer, mais le prince, lui tournant le dos et s'en allant, lui dit bonsoir d'une voix rauque. El tipo respondió, examinando los cadáveres, que él no era del tipo tímido y que estos monstruos eran... Le prince héritier n'aimait pas au départ l'idée de visiter le manoir grandi, il ne voulait pas communiquer avec ses propriétaires. L'homme pâle aux yeux jaunes et aux pupilles félines n'avait besoin que de cet arôme surnaturel de la cabane forestière qui faisait battre son cœur plus vite, dont il voulait à la fois manger et posséder la source. En entrant dans sa chambre, Bertram ne s'attendait pas à y voir Simon Leroux, son chambellan personnel et compagnon de voyage. Simon était en train d'allumer la cheminée et ne s'attendait pas non plus à ce que le prince apparaisse sitôt. Il commença à excuser Bertram en disant qu'il voulait allumer la cheminée avant son arrivée et retourner dans sa chambre. Enlevant lui-même son pourpoint, le prince héritier déclara qu'il ne pensait pas que son plus proche serviteur rêverait de devenir bientôt un clochard. Simon commença à assurer son Altesse que lorsqu'il deviendrait empereur, son rêve de devenir le meilleur chambellan de la famille impériale, capable de soutenir son Altesse de tout son cœur, se réaliserait. Le prince regarda son serviteur avec colère et lui demanda combien d'argent il venait. Simon répondit que 500 pièces d'or. Prenant son pourpoint des mains du prince indigné, le chambellan, embarrassé, expliqua qu'on lui avait dit qu'on lui donnerait la même somme si tout s'arrangeait, mais cela n'arriva pas, donc seulement 500. Bertram a traité Simon de vieil homme dans le corps d'un homme et a donné l'ordre de se renseigner sur la sorcière vivant dans une cabane dans la forêt du baron. Le serviteur était étonné que le prince héritier soit là aujourd'hui, il a répondu que oui, et que le nom de la fille était Laetitia. Le chambellan aux cheveux roux précisa avec crainte que peu importe à quel point les rumeurs étaient fausses, il n'avait pas besoin de s'approcher d'elle. Le serviteur craignait que cette sorcière puisse réellement maudire, ce à quoi l'héritier du trône lui ordonna durement de connaître le nom complet de la jeune fille, d'où elle venait, qui étaient ses parents, ce qu'elle faisait et depuis quand elle vivait à la forêt. Le prince héritier a également ordonné à Simon de découvrir pourquoi cette fille est appelée sorcière, quel est son plat préféré, de quelle couleur elle est, quelle taille de vêtements elle porte et tout ce qu'il peut trouver. Le chambellan pensait tristement que le prince héritier ne le plaignait jamais, mais il disait à haute voix qu'il découvrirait tout et qu'avec une telle influence, la sorcière des forêts pourrait se révéler une grande magicienne. Après s'être assis sur une chaise, l'héritier de l'Empire ordonna de lui préparer des bougies et un cheval le lendemain matin. Le serviteur se demanda pourquoi le prince héritier avait soudainement besoin de bougies. Le prince lui saisit la tête, puis demanda grossièrement à Simon s'il se tairait si Bertram le vendait et trouvait un autre serviteur. Le chambellan aux cheveux roux s'inclina et dit que tout serait prêt demain matin et alla préparer un bain à son Altesse. Le prince héritier pensait que 100 ans s'étaient écoulés depuis l'abolition de la chasse aux sorcières, mais rien n'avait changé. Il était évident pour le prince comment Laetitia avait été traitée toute sa vie, puisque même Simon, la capitale,
réagissait ainsi face à la sorcière, et les villageois dont Bertram avait entendu des histoires à son sujet n'étaient pas meilleurs. Bertram pensait que Laetitia était probablement rejetée par tout le monde, qu'elle était traitée comme une sorcière maudite par un démon et que ses parents l'avaient probablement abandonnée. La jeune fille vivait donc seule dans une cabane isolée du reste du monde. Il n'était pas surprenant pour le prince héritier que Laetitia se comporte comme un chaton abandonné et effrayé. Ainsi, l'héritier de l'Empire réfléchit au passé malheureux de la maîtresse de la cabane forestière et réfléchit également à ses projets pour cette fille. À cette époque, Laetitia se souvient de sa rencontre avec un étrange invité. Elle se demandait ce que pensait cet homme, pourquoi il avait laissé l'argent, même si la jeune fille avait dit que ce n'était pas nécessaire. Laetitia se demandait si Dieu avait délibérément envoyé quelqu'un qui n'avait aucun odorat pour rire en attendant son retour. De repente, una enorme sombra cae sobre el chico y se da vuelta horrorizado, sabiendo de antemano que estará detrás de él. La jeune fille a souhaité un bon voyage à l'invité et il a dit au revoir qu'il se reverrait. Près du seuil, le voyageur se tourna vers la propriétaire de la cabane, lui sourit et lui fit même des yeux. Laetitia s'est convaincue que l'invité inattendu avait dit qu'il se verrait par politesse, tout comme son grand-père. Après s'être déshabillée, la jeune fille s'est résolument dirigée vers un petit lac situé juste à côté de sa maison et a plongé ses orteils dans l'eau. L'eau était froide, ce qui n'était pas surprenant par un temps pareil, mais Laetitia, tremblante, y entra. Kai le pide a Ryan, que está huyendo, que llame a Steve o Lillian para que lo ayuden. Elle pensait aussi à l'argent que le visiteur avait laissé. Avec cet argent, la mendiante aurait pu acheter, sinon une bougie, du moins de l'huile pour une lampe, et pour la première fois depuis un mois, elle aurait dû avoir de quoi acheter de la viande. Mais la jeune fille avait peur d'aller au marché. En regardant son reflet dans l'eau, elle se souvint de sa sœur cadette intelligente et de ses paroles malveillantes selon lesquelles Laetitia ne pourrait pas y aller à cause de la puanteur qui s'en dégageait. La jeune fille se souvenait également de l'homme qui s'était réfugié dans sa cabane pour échapper à la pluie. Contrairement à d'autres, il ne se moquait pas de Laetitia et n'avait pas peur d'elle, mais au contraire, il la remerciait et lui donnait même de l'argent. Pendant que la baronne en disgrâce se baignait, puis lorsqu'elle essayait de dormir, elle ne cessait de penser à Bertram. La matinée était froide et nuageuse, il semblait qu'il allait pleuvoir à nouveau. Laetitia fut réveillée par le sinistre croassement des corbeaux. Sin embargo, la niña de repente, en lugar de huir, sucumbe a la fuerza de la gravedad y cae exhausta al suelo. Après être resté debout un moment et avoir finalement pris sa décision, le propriétaire d'une pièce d'or entière a marché le long d'une route forestière entre de grands arbres. Il y avait beaucoup de monde au marché, il se pinçait tout le nez, plissait les yeux et se demandait de quel genre de puanteur il s'agissait, si quelqu'un traversait quelque chose. Laetitia entendait des passants raconter que certains d'entre eux avaient ressenti une telle puanteur pour la première fois au cours de leurs 40 années de vie, tandis que d'autres n'avaient jamais rencontré une telle chose, même à 50 ans. C'était désagréable pour la jeune fille d'entendre les plaintes des autres selon lesquelles leur nez était sur le point de tomber, mais elle est passée à autre chose. Finalement, Laetitia a vu une boucherie, la fille a eu peur, mais elle a décidé qu'elle pouvait le faire, qu'il lui suffisait de demander de la viande et de lui donner une pièce de monnaie. La mendiante pensa que l'argent donné par Bertram devrait être suffisant, et qu'il pourrait même rester de la monnaie. La jeune fille se souvint que le vieux baron déchu lui avait dit qu'il était convenable de laisser la monnaie au marchand. Pensant qu'elle devait rapidement terminer son voyage au marché et rentrer chez elle, la jeune fille s'est approchée du magasin et a demandé une livre de porc. La question du marchand sur la partie du cochon qu'elle voulait a semé la confusion chez Laetitia. Elle ne savait vraiment pas laquelle, et, en bégayant, elle a doucement répondu que n'importe laquelle. Le vendeur a précisé exactement comment la jeune fille allait utiliser l'achat, si elle allait faire une tarte, cuisiner de la soupe ou simplement faire frire de la viande, et a déclaré que les steaks de porc étaient désormais populaires. Puis le marchand commença à sentir Laetitia, l'homme grimaça et toussa. Laetitia se demandait si elle devait s'enfuir, peut-être que si elle courait chez un autre boucher maintenant, elle pourrait rapidement prendre la viande, payer et partir. Un client régulier s'est approché du magasin pour lui demander s'il y avait de la dinde. Le commerçant l'a accueilli avec joie et lui a dit qu'un gros morceau venait d'arriver aujourd'hui. Mais il fallait d'abord servir le client qui était venu plus tôt, et le boucher se tourna vers Laetitia avec la même question, quelle portion du cochon devait-il lui vendre? La jeune fille était tellement embarrassée qu'elle répondit simplement à la première chose qui lui venait à l'esprit, à savoir qu'elle avait besoin de viande pour la soupe, et le vendeur commença à en sortir un morceau approprié. Ici, le deuxième client commença à sentir la peau de Laetitia, la femme toussa et demanda avec indignation au commerçant s'il vendait de la viande avariée. Le vendeur a obstinément nié, mais la cliente a insisté sur le fait qu'elle sentait la pourriture ici, s'est retournée, a dit avec colère qu'elle irait ailleurs et est partie, malgré les tentatives du vendeur pour l'en empêcher.
Le vendeur de viande fut attristé par la malchance, puis il se demanda d'où venait cette puanteur et réalisa qu'elle venait du premier client. Accroché au-dessus de Laetitia en colère et la pointant du doigt, le commerçant criait qu'elle puait. La vendeuse était indignée de la raison pour laquelle quelqu'un comme elle se promenait sur le marché, elle n'avait probablement pas d'argent, elle voulait prendre la viande et s'enfuir, le commerçant a crié à la jeune fille de s'éloigner immédiatement de son magasin. Debout parmi les gens dispersés, Laetitia pensait tristement que c'était un mauvais plan, elle n'avait jamais le temps d'acheter quoi que ce soit avant que son entourage ne commence à la sentir. Le marchand cria encore plus fort pour que le mendiant sorte et la poussa, Laetitia tomba par terre, se blessant à la main, la capuche de son manteau s'envola de sa tête, la jeune fille se demanda pourquoi elle faisait tout cela. Le vendeur de viande, roulant des yeux, était indigné qu'un mendiant soit venu vers lui, mais ensuite il regarda Laetitia et fut horrifié. Osseuse, avec des cheveux ternes et une mauvaise odeur, la jeune fille correspondait exactement à la description d'une maudite sorcière. Les gens autour se mirent à chuchoter, certains étaient horrifiés, d'autres doutaient, le marchand leur rappela les signes de la célèbre sorcière. Tout le monde s'est enfui en criant que la sorcière était venue les maudire, le boucher a trébuché, est tombé et a commencé à demander grâce. Il supplia celle qu'il considérait comme une sorcière de lui pardonner et de ne pas le maudire. Pour Laetitia, il n'y avait plus rien de nouveau dans tout ce qui l'entourait maintenant, les gens s'enfuyaient, quelqu'un demandait grâce, les enfants pleuraient et personne ne pensait à donner un coup de main à la fille. Décidant que puisqu'on la prenait pour une sorcière, elle devait jouer ce rôle, Laetitia se leva, planant au-dessus du marchand, lui demanda de renoncer à la viande qu'elle allait acheter. Steve la insta a mantener la calma, porque finalmente existe una oportunidad. Se da cuenta de que el ataque de la niña trajo un beneficio considerable, el monstruo disminuyó su velocidad. Le vendeur a annoncé le prix, Laetitia lui a lancé une pièce de monnaie et lui a dit avec colère de garder la monnaie. En larmes, demanda pardon pour avoir été impolie avec Laetitia, la jeune fille se retourna et dit que puisque le marchand se considérait coupable, il pouvait tout simplement mourir et s'en alla. Resulta que alguien está observando esta batalla, y con una sonrisa de dientes afilados, dice que es solo todo este tiempo, el experimentado asesino de demonios Duncan observó la batalla del equipo de Steve. Laetitia se libéra et courut dans la maison, jetant le paquet de viande sur la table et essayant de reprendre son souffle, elle se demanda pourquoi cet homme était là. Bertram, qui entra dans la cabane après la jeune fille, lui demanda à quoi elle pensait, Laetitia, bégayant, demanda au prince qui il était, pourquoi il la poursuivait et qu'est-ce qu'il voulait d'elle. Se suponía que Duncan realizaría solo un pequeño reconocimiento, pero ahora todo ha cambiado, va a acabar con Steve aquí y ahora. Effrayée et indignée, Laetitia a déclaré qu'elle savait déjà qu'elle était laide, plus encore, qu'il n'y avait rien en elle qui puisse attirer un homme. Puis une pensée vint à l'esprit de la jeune fille, qu'elle exprima immédiatement, demandant si Bertram était un pervers, il fut surpris de savoir pourquoi de telles pensées. Le propriétaire de la cabane lui a rappelé son odeur, l'invité aux yeux jaunes n'a pas compris quel était le problème, la jeune fille s'est souvenue de ce qu'il avait dit à propos de son manque d'odorat et est devenue embarrassée. L'héritier du trône a dit à Laetitia qu'il voulait lui donner quelque chose et a ouvert un sac de voyage contenant de nombreuses bougies. En mettant la bougie sur le chandelier et en l'allumant, Bertram a expliqué que la dernière fois il s'inquiétait du fait qu'il faisait noir dans la cabane et qu'il s'inquiétait que la jeune fille n'ait pas acheté l'huile, alors il avait apporté des bougies. Laetitia était reconnaissante, mais aussi étonnée de savoir pourquoi il y avait autant de bougies. Le prince héritier ne lui a pas dit que la nuit dernière, son plus proche serviteur avait pris toutes les bougies de la propriété du baron Grandi. Bertram pensait qu'aujourd'hui les propriétaires du manoir devraient dîner dans le noir, mais que cela ne le concernait pas. Se tournant vers Laetitia, il dit que lorsqu'elle l'a laissé entrer il y a quelques jours, c'était comme s'il avait rencontré un sauveur. Bertram a dit qu'il s'était perdu quand il a commencé à pleuvoir, parce que c'était sa première fois dans cette forêt, et ses compagnons lui manquaient aussi. Le prince a dit qu'il se promenait simplement dans la forêt, et il lui semblait qu'il le ferait mourir de froid. L'invité a remercié le propriétaire de la cabane de l'avoir laissé entrer, d'avoir allumé le poêle et de lui avoir donné de la soupe chaude, ce qui lui a donné envie de la récompenser d'une manière ou d'une autre. Bertram a également déclaré qu'il pensait constamment à la soupe que Laetitia lui donnait, à laquelle la jeune fille a répondu qu'un tel nombre de bougies était encore trop cher à payer. Duncan no puede creer que alguien haya podido tomarlo por sorpresa, porque esto nunca antes había sucedido. La jeune fille a demandé à nouveau sous le choc, le prince a confirmé qu'il s'agissait de fraises, a ajouté qu'elles avaient l'air très appétissantes et a demandé où Laetitia les avait achetées. La fille exilée du baron répondit qu'elle les cueillait elle-même.
Bertram était surprise et dit que les fraises étaient probablement très savoureuses, puisqu'une gentille fille les cueillait. Laetitia était indignée des absurdités dont parlait constamment son invité. Le prince, à son tour, déclara qu'il avait appris plusieurs faits sur la pauvre fille qui se tenait devant lui. Bertram a commencé à énumérer les faits de Laetitia surprise et effrayée. Le premier était que si vous l'appelez douce ou belle, elle se met en colère. La fille, bégayant, a dit doucement que son visiteur devrait l'oublier. Comme deuxième fait, le prince a indiqué que si Laetitia reçoit quelque chose, elle essaie de le rembourser ou, si elle veut quelque chose, elle est prête à sacrifier quelque chose. Bertram a admiré cela et a remercié le propriétaire de la cabane. En disant tout cela, l'invité aux yeux dorés sourit largement, la mendiante détourna le regard avec embarras, et le prince héritier exprima cela comme le troisième fait. Debout en face de la jeune fille, Bertram appréciait son parfum, qui remplissait toute la hutte. Pour lui, c'était un arôme à la fois brillant et séduisant. Fermant les yeux de son chat, le prince se demandait quelle partie du corps de Laetitia mordre en premier. La jeune fille interrompit ses pensées en lui demandant pourquoi il fermait les yeux. Bertram répondit qu'il était juste un peu fatigué. Caïl respondió que tenía muy poco conocimiento sobre este mundo, y luego quería aprender sobre todo del demonio, lo cual el demonio no iba. Prenant soigneusement et tendrement la main de la jeune fille, Bertram exprima l'opinion que la blessure était grave et que Laetitia devait souffrir. La jeune fille pensa qu'elle n'avait jamais été touchée comme ça auparavant. En examinant la main de Laetitia, le prince supposa qu'elle n'avait pas appliqué la pommade, puis soudain lécha la plaie et expliqua à la jeune fille étonnée qu'il avait soigné la plaie avec de la salive. Bertram a prouvé à Laetitia que les blessures sont généralement soignées avec de la salive. La jeune fille a affirmé que c'était un mensonge. Aprieta la mandíbula con tanta fuerza que los dientes empiezan a rechinar y algo dentro de su boca se rompe. Simon s'étonnait que l'héritier de l'Empire appelle un médecin, même s'il se piquait simplement sur une fleur, et ce n'est pas plus facile de panser la plaie, et maintenant c'était au tour du prince héritier de s'étonner qu'une jeune fille qui vit seule dans la forêt et n'est pas au courant. Le prince lécha une fois de plus la plaie de sa main sale, et pour Laetitia ce fut comme un choc électrique, tandis que l'invité aux yeux d'or lui-même se demanda s'il s'agissait bien de la fille du baron. Después de que el demonio deja de convulsionar y muere, Cal asume que el demonio tenía veneno suicida para no revelar sus secretos pase lo que pase. La jeune fille n'avait pas encore atteint l'âge adulte lorsqu'elle fut envoyée dans la forêt. D'ailleurs, elle avait un peu plus de 10 ans lorsqu'elle commença à vivre dans la cabane. À cause du surnom de sorcière, elle n'eut jamais d'amis, mais Simon trouva étrange que de Laetitia même la famille a refusé. De repente, una ventana de habilidad parpadea sobre la cabeza del chico y comienza a emitir sonidos, notificándole algo. Bertram était rendu fou par le fait que le sang de Laetitia lui paraissait aussi savoureux et parfumé que son odeur, mais la jeune fille avait très peur. Serrant les épaules du propriétaire de la cabane, le prince aux yeux jaunes a déclaré que lorsqu'il la regarde, c'est comme s'il devenait quelqu'un d'autre. Maniant les cheveux de Laetitia, l'homme aux yeux dorés se pencha vers la jeune fille et lui murmura qu'elle devrait l'accompagner, puis il la sortirait de ce fossé. Señalando la cara ya azul del demonio, le dice que es un asesino del ejército del rey. La première nuit, la fille ne pouvait pas dormir, il y avait une tempête, rien n'était visible à cause de l'obscurité de la forêt. Blottie sous un manteau de toile, Laetitia pleurait de froid, de solitude et de peur. Le tonnerre sonnait comme une punition pour elle. Caïl responde que es bastante obvio que el ejército fue enviado para deshacerse de los candidatos. Désormais pauvre, sale, rejetée par sa famille et tout son entourage, la sorcière maudite se tenait dans sa hutte dans les bras d'un homme. Elle était surprise et heureuse que quelqu'un se soucie lorsqu'elle était blessée, sympathisait avec sa souffrance, ne criait pas qu'elle était sale et lui parlait tout en lui tenant la main. À cause de tout cela, Laetitia pensait que son invité ne sentait vraiment pas bon. Caïl dice que es posible que la niña no le crea, pero el cadáver que yace frente a ellos es una fuerte evidencia de la veracidad de sus palabras. Puis, comme un éclair soudain, l'idée lui est venue que, parce que cet homme n'avait aucun sens de l'odorat, elle savait parfaitement qu'elle ne pouvait plaire à personne, et cet étrange type est sorti de nulle part, et il était peu probable qu'il change d'une manière ou d'une autre. Laetitia repoussa Bertram avec force, il lui demanda ce qui se passait, il parut à la fois choqué, offensé et indigné. Le propriétaire de la cabane a déclaré, se tournant vers l'invité, qu'il ne pouvait pas la sauver. El chico responde que, a diferencia de él, los demás no están acostumbrados a pelear, así que él hace esto. Regardant devant elle avec un regard à moitié vide, avec une forte pointe de rage, la jeune fille aux cheveux emmêlés fermement et séparément, mais avec angoisse, dit qu'elle était à l'origine de cette abomination.
Los chicos se reúnen alrededor de Mary l'hérida, junto a quien se sienta una chica y lanza un Laetitia ne regardait plus le vide, mais l'homme qui se tenait devant elle, comme si c'était lui qui était responsable de ses ennuis en apparaissant si soudainement et en poursuivant ses visites. Après le départ de Bertram, l'invité aux yeux d'or se souvint du sac plein de bougies qu'il avait laissé derrière lui, d'un petit panier de fraises sur lequel il avait empiété et d'un chandelier avec une bougie qu'il avait lui-même allumée, mais qui était déjà éteinte. Un faible rayon de lune pénétrant par la fenêtre éclairait à peine la table sur laquelle tout cela se tenait, et derrière laquelle la maîtresse de la cabane, échevelée et griffée par les branches, était assise tristement dans sa vieille robe sale. La jeune fille pensait rêveusement et tristement à son récent visiteur et à son étrange réaction face à son hystérie. Ensuite, l'homme s'est simplement tu, et après quelques minutes, il a dit calmement que Laetitia était probablement fatiguée aujourd'hui et qu'elle avait besoin de se reposer. L'invité a également ajouté qu'il reviendrait demain. Après cette phrase, il est parti. La jeune femme ratée, rejetée par tout le monde, se demandait pourquoi Bertram essayait de la voir. Une fois, quand elle était enfant, son grand-père avait pitié de la jeune fille, alors cet étrange homme en manteau avait-il vraiment pitié d'elle? La jeune fille a rappelé comment une brune légèrement échevelée aux yeux beaux mais effrayants l'avait invitée à l'accompagner et lui avait promis de la sortir de ce foutu fossé. Le propriétaire de la cabane resta assis dans de telles pensées jusqu'au matin. La mendiante ne pouvait pas sérieusement croire que l'étrange invité puisse vraiment être emporté par elle, mais elle le voulait vraiment. La fille ne savait pas comment réagir aux visites de l'homme en imperméable, que ce soit pour le renvoyer, pour le remercier, et s'il préparait quelque chose de mal, ou peut-être qu'il était vraiment emporté par elle ou simplement désolé. Pour elle. Laetitia pensait à son grand-père, qu'elle n'avait pas vu depuis l'âge de 11 ans, et elle avait très envie de lui demander ce qu'elle devait faire. Alors que le soleil était déjà au-dessus de l'horizon, l'héritier de l'Empire s'approcha de la cabane forestière sur un cheval noir marchant tranquillement et lentement. Le prince portait un manteau gris-brun avec la même doublure, fait d'un matériau coûteux, mais inexpérimenté. Le passant aurait pu le prendre pour un manteau de roturier. Essayant de ne pas faire de bruit, le prince héritier descendit de cheval et se dirigea vers la fenêtre. La propriétaire de la cabane lui tournait le dos et ne semblait rien entendre. En respuesta a esto, Howard dijo que en una batalla real, cada vida está en juego y que ahora solo les esperan esas batallas, y no deberían quejarse. Dirty ne savait pas quoi lui dire, et ne lui a même pas dit bonjour. Le visiteur est venu à table et s'est assis en face de la fille. Il a essayé de sourire gentiment, attendant ce qu'elle dirait. Ayant rassemblé son courage, Laetitia dit qu'ils étaient trop nombreux, elle ne précisa pas quoi exactement, et Bertram demanda à nouveau. La jeune fille dit avec un soupir que sa faveur ne valait pas les bougies qu'il avait apportées. L'homme était perplexe, mais sur un ton poli, il confirma que, bien sûr, c'était trop. Laetitia, à son tour, surprise par la réaction calme de l'invité, dit qu'elle accepterait cette gratitude, mais qu'elle le remercierait en retour. Demanda Bertram avec étonnement. Laetitia avait peur qu'il exige quelque chose, mais elle était déterminée et confirma à haute voix qu'elle voulait aussi rembourser son visiteur, alors laissez-le dire ce qu'il voulait. L'homme se figea sous le choc, mais l'idée lui plut ensuite. Assis devant une fille déterminée à accepter n'importe quelle issue, il accepta calmement et joyeusement. Elle attendait avec tension ce qu'il exigerait exactement. Une foule de paysans et de commerçants indignés s'est rassemblée devant le manoir du baron Grandy, dirigé par le boucher chez qui Laetitia a récemment acheté du porc. Le portier laissa entrer tout le monde, et maintenant ils se trouvèrent dans l'élégant jardin devant le propriétaire mécontent. Un valet de pied serviable se tenait également à proximité, prêt à exécuter à tout moment les ordres du seigneur féodal. Le baron a essayé de calmer la foule, d'où des cris inarticulés ont été entendus sur une sorte d'horreur et sa propre cruauté, et espérait renvoyer rapidement tout le monde chez lui. Ceux qui sont venus ont répondu qu'ils ne pouvaient pas être calmes, parce qu'ils vivaient maintenant dans la peur à cause de la sorcière maudite, et qu'elle était déjà au village, au marché. Y explicó furiosamente que todos eran solo peones de la señora Lillian, y que no tenían derecho a desobedecerla, y cuanto antes entendieran esto, mejor. Le boucher a ajouté en larmes que la sorcière lui avait acheté la marchandise, et maintenant tout le monde considère son magasin comme maudit. Le propriétaire terrien a dit nerveusement et confusément que c'était dommage. L'homme blond était étonné et indigné par le comportement de sa fille aînée. Selon son plan, Laetitia était censée vivre tranquillement dans la forêt. Pourquoi devait-elle tout compliquer autant? Était-ce vraiment une vengeance de ne pas lui avoir envoyé le nécessaire des choses? Le propriétaire terrien était effrayé par le fait que ces gens étaient si alarmés à cause de la saleté nauséabonde et indignés qu'ils se soient rassemblés devant sa maison avec des revendications, ignorant son statut.
Se tenant la tête, le seigneur essaya de comprendre quoi faire. Une voix de la foule interrompit les pensées du propriétaire foncier en lui demandant s'il se taisait parce que les rumeurs étaient vraies. A lo que Howard negó afirmativamente con la cabeza y dijo que Steve estaba muy consciente de su situación. Il répondit que, comme l'avait dit le gardien nommé Thomas, une sorcière osseuse et échevelée était venue au manoir et prétendait être la fille de son propriétaire. De la foule sont venues des questions quant à savoir si cela était vrai, si c'était pour cette raison que le baron avait reporté l'expulsion de la sorcière, et des déclarations selon lesquelles cette rumeur circulait depuis longtemps dans la région. Le baron fut horrifié, il comprit que s'il était confirmé que Laetitia était sa fille, les gens pourraient quitter ses terres et il n'y aurait personne auprès de qui percevoir les impôts. La fille officielle, Alicia, s'est approchée et s'est adressée à la foule sur un ton dur, mais avec des paroles respectueuses. Cuando de repente Howard salió volando furiosamente de este humo y apuntó su golpe directamente al tipo. Selon la jeune femme, les grandis pensaient avoir tout fait pour empêcher la sorcière de venir au village, mais ils ne s'y attendaient pas et ils regrettent de ne pas avoir pu empêcher un acte aussi inattendu. Ceux qui venaient essayaient encore de s'indigner, mais Alicia, se couvrant le visage avec sa main, dit plaintivement qu'après la visite de la sorcière de la forêt, ses propriétaires avaient honte de se souvenir d'une telle bagatelle. Baissant la tête et baissant les yeux, la jeune femme dit que peut-être l'esprit de la sorcière était devenu trouble. Le boucher sortit de nouveau de la foule horrifiée et demanda si l'apparence de la sorcière des forêts n'était pas très dangereuse. Alicia a confirmé et a dit à la foule étonnée qu'une décision serait très probablement prise bientôt. Les roturiers ont précisé si cela signifiait la mort de la sorcière. À la grande horreur et en colère de son père, et à la stupéfaction du valet de pied, la jeune baronne dit que, selon les rumeurs, il y aurait dans la capitale de puissants magiciens qui ne seraient pas affectés par le pouvoir de la sorcière maudite, et que les grandis seraient, je pense, les embaucher pour l'expulser. Pronto Scott se puso de pie, los chicos intentaron ayudarlo, pero él los empujó, no queriendo aceptar su lástima. La foule s'est réjouie et a remercié la jeune femme et sa famille. Alicia a demandé si tout le monde allait maintenant rentrer chez eux. Ceux qui étaient venus ont confirmé et ont dit que maintenant ils n'avaient plus rien à craindre, puisque la jeune femme se souciait tellement d'eux. Les roturiers s'en allèrent, Alicia les soignait avec un doux sourire, le baron, choqué et horrifié, ne savait que penser. Il dit à sa fille que ce qu'elle avait promis à la foule était impossible et il reprocha à Alicia ce qu'elle avait dit. Meryl respondió que estaba bien y que el tratamiento de Sarah la había ayudado mucho. En bégayant, demanda à sa fille si elle allait vraiment se débarrasser de sa sœur. Alicia a crié de colère, et que reste-t-il, elle en parle depuis 20 ans. Le baron grandit dit avec incertitude que Laetitia était toujours la sœur aînée d'Alicia, mais la jeune femme blonde était indignée que quiconque souhaiterait une telle sœur, mais certainement pas elle. La jeune baronne ajouta qu'elle ne pensait même pas avoir de sœur. Le baron demanda si sa fille voulait vraiment embaucher un magicien. Lord Grandi a tristement dit qu'il n'avait pas ce genre d'argent. La jeune femme arrogante a fait signe à son père de s'éloigner et a dit qu'elle avait dit cela pour que les gens partent. Le propriétaire terrien se sentait désolé d'avoir expulsé sa fille aînée et de l'avoir complètement privée de tout soutien. Il pensait qu'on pouvait trouver une excuse aux gens, par exemple, que la sorcière était trop puissante. Le baron a suggéré que sa plus jeune fille dise aux gens que la sorcière de la forêt pouvait maudire n'importe qui, donc peu importe le montant d'argent offert, il n'y aurait pas de magicien approprié qui serait prêt à venir. Alicia rit et dit que, de toute façon, un jour, elle devrait chasser Laetitia. Lord Grandi éprouvait des sentiments ambivalents, il avait à la fois peur pour lui-même, sa position et sa famille, et se sentait désolé pour sa fille aînée. Las batallas reales entre los candidatos y los monstruos comenzaron, pero Cao, como de costumbre, se paró junto a la pared y observó. Mais maintenant, le seigneur féodal transpirait à l'idée que sa plus jeune fille pourrait tuer l'aînée, le baron serrait et desserrait les poings et ne parvenait pas à se calmer. Alicia, de chair et de sang, était toujours belle, comme une poupée, son père et sa mère ne pouvaient détourner d'elle leur regard fier et essayaient de l'habiller de la meilleure des manières. À la grande horreur de ses parents, la jeune fille était une enfant inhabituelle, révélant progressivement son côté cruel. Quand Alicia pensait que personne ne la regardait, elle torturait et tuait des animaux, et elle pouvait alors dire qu'au contraire, elle essayait de soigner un pauvre poussin ou un pauvre chat, même si devant ses parents le psychopathe pouvait même se vanter au début de sa méchanceté, mais ensuite elle a commencé à leur mentir aussi. El monstruo, cuya armadura estaba ligeramente carbonizada, se preparó para el siguiente golpe, extendiendo su enorme espada frente a él. Soudain, les pensées du propriétaire foncier furent interrompues par un serviteur qui s'approcha et dit que le chambellan personnel du prince héritier Bertram cherchait sa noblesse. Pero el científico se negó, diciendo que Lillian pidió específicamente ser más estricta con los chicos.
Mirando de nuevo a Roxy y al monstruo, dijo que los chicos todavía no entendían completamente el estado de las cosas. Dijo el científico mirando a la chica que ya había logrado prepararse que los candidatos a héroe nunca podrían perder ante un monstruo tan... Le baron a demandé si son Altesse lui-même avait dit cela, ou si c'était l'hypothèse du chambellan. Simon a répondu que le prince héritier l'avait dit personnellement. Alicia triomphait en silence, son père exprimait sa joie, intérieurement il était vraiment heureux, mais il doutait aussi de ce qu'il entendait, parce que c'était tellement inattendu. Mais néanmoins, il ne pouvait s'empêcher de s'imaginer comme le fier gendre du futur empereur, vêtu de robes magnifiques et offrant des opportunités bien plus grandes qu'aujourd'hui. En regardant sa fille, devenant rose et feignant l'embarras, le baron ne pouvait en même temps croire qu'elle pouvait devenir impératrice, et imaginait à quel point les tenues impériales et les bijoux luxueux lui iraient. El científico dijo que a medida que aumenta el nivel de bendición divina, existe la posibilidad de recibir otra bendición. L'homme aux cheveux roux expliqua avec un sourire au baron surpris que son Altesse voulait amener personnellement la mariée au palais impérial et lui demanda combien de temps cela prendrait. Dándose la vuelta, el chico preguntó qué pasaba, sin esperar en absoluto que Cao se volviera hacia él. Simon l'a remercié, grandi à confirmer qu'il le ferait. Il y a eu une pause gênante, après quelques minutes le campeur a ri pensivement, il voulait clairement dire quelque chose. Le baron a demandé si le serviteur du prince voulait transmettre autre chose, il a rappelé la promesse d'un soutien monétaire en raison du fait que la partie du trésor allouée au voyage du prince était presque épuisée. Le rappel de Simon parut vague et Lord Grandi ne comprit pas tout de suite de quoi il s'agissait, mais sa fille sortit rapidement un portefeuille qu'elle avait préparé à l'avance et qui contenait plus que la somme demandée. Elle se tourna vers le baron avec les mots qu'il lui avait dit de s'occuper à l'avance de l'or de son Altesse. Le chambellan se réjouit qu'il y ait plus d'argent que promis, dit que ce n'était pas nécessaire et promit d'en faire bon usage. Simon avec un large sourire demanda au seigneur et à la demoiselle d'être prêts après-demain, promirent-ils joyeusement. Le propriétaire foncier a précisé si le prince avait dit ce qu'il voulait pour le dîner ou s'il avait exprimé d'autres souhaits. Le chambellan détourna le regard avec confusion, mais il dut admettre que son Altesse avait d'autres projets pour cette soirée, ce qui surprit désagréablement le baron et sa fille. Le plus proche serviteur du prince héritier rit en répondant qu'il s'agissait d'affaires personnelles de son Altesse. Ce soir-là, l'intrépide voyageur pouvait voir de loin comment le cheval, loué par l'héritier du trône impérial pour des promenades incognito, paissait paisiblement près d'une cabane forestière, qui, selon la rumeur, appartenait à une sorcière maléfique et dangereuse. À l'intérieur de la cabane, sur une table en bois, il y avait des champignons trop cuits dans une simple assiette. Le prince héritier Bertram lui-même, vêtu d'une chemise en soie avec une pierre précieuse sur le nœud, et comme d'habitude, un peu échevelé, montra l'assiette en riant et demanda à l'hôtesse ce que c'était. Une blonde bégayante et négligée, vêtue d'une vieille robe tachée et de cheveux ternes et négligés, a raconté à son compagnon de visa, dont elle n'avait aucune idée du statut, qu'il lui avait lui-même demandé de le rembourser avec le dîner. Bertram a ironiquement précisé qu'il s'agissait en fait d'une collation. La jeune fille s'est exclamée avec mécontentement que oui, c'était une collation. Le prince rit doucement et sans méchanceté, et dit que, apparemment, après cela, il y aurait un plat principal, probablement un steak. La blonde ne comprenait pas les noms des plats, et où pourrait-elle se procurer autre chose que des champignons cueillis dans la forêt au cours de la journée. Desde la ventana, Cao pudo ver que esta nueva bendición resultó ser bendición mía. En regardant Laetitia avec des yeux de chat jaune, dans lesquels se lisait à la fois quelque chose de prédateur, d'affectueux et de moqueur, le prince a dit que nous devions peut-être trouver autre chose. En essayant de comprendre ce que voulait dire l'interlocuteur, la petite fille de 2 ans était très nerveuse et se mordillait l'ongle du pouce, en même temps elle arrachait maladroitement une ongle et une grosse goutte de sang apparaissait sur son doigt. Les yeux ambrés dorés du prince s'illuminèrent encore plus de manière prédatrice, s'approchant par derrière de la baronne exilée, il dit qu'elle saignait. La dame échouée et vivant dans la pauvreté était perplexe car elle ne remarquait pas que le visiteur se tenait derrière sa chaise, il se glissait si rapidement, comme s'il s'était simplement déplacé d'un endroit à un autre. Bertram a demandé à la mendiante s'il pouvait la soigner, la jeune fille a été surprise, surtout lorsque le visiteur a précisé qu'il allait la soigner avec de la salive. Elle était simplement horrifiée et terriblement embarrassée, mais le prince, malgré cela, prit la main de Laetitia dans la sienne et lui lécha simplement le doigt. Scott intentó convencer a Ryan para que se uniera a ellos, porque sabía que él tampoco estaba contento con la situación actual. Lorsque la langue de la brune aux yeux dorés effleura sa peau, un frisson parcourut tout son corps, mais elle n'était pas dégoûtée, au contraire, elle voulait que ça ne s'arrête pas. Bertram ne voulait pas non plus s'arracher aux doigts de la jeune fille, il aimait le goût de son sang,
et en même temps c'était érotique pour lui. Ayant apprécié le goût, qui semblait à l'héritier de l'Empire meilleur que toutes les douceurs du palais, le prince regarda la maîtresse de la hutte avec affection et même avec une sorte d'affection, mais avec regret d'avoir vécu dans de telles conditions. Continuant à tenir la main de la jeune fille, la brune en chemise de soie lui a demandé s'il pouvait modifier sa demande. Laetitia avait peur de ne pas pouvoir répondre à la demande de l'invité, il a également déclaré que la nouvelle demande serait plus facile à réaliser. La jeune femme en disgrâce voulait savoir de quel genre de demande il s'agissait, mais le prince, la serrant autour de la taille, lui suggéra de sortir d'abord. La jeune fille était indignée par une telle impudence et ne savait pas comment réagir, mais elle aimait cet étrange homme persistant et elle accepta de se promener dans la forêt nocturne. Après un certain temps, après avoir atteint une petite clairière, la jeune fille essoufflée demanda où ils allaient, Bertram demanda en retour s'ils marchaient vite. A lo que él respondió con una sonrisa incómoda que todavía estaba demasiado débil y que por lo tanto necesitaba encontrar una manera de volverse más fuerte. Bertram a dit à son escorte mécontente qu'il ne restait qu'une courte distance à parcourir et lui a demandé de ne pas s'inquiéter. La jeune fille ne savait pas quoi penser, elle était tourmentée par la question de savoir si le visiteur avait vraiment menti en disant que répondre à la nouvelle demande serait plus facile. Ayant atteint une autre clairière, envahie de fleurs délicates qui fleurissent le soir, le prince annonça à Laetitia effrayée qu'ils étaient déjà arrivés. L'homme expliqua qu'il avait trouvé cet endroit en chassant et qu'il voulait le lui montrer. Laetitia ne s'attendait pas à voir autant de fleurs. La chose la plus inhabituelle, effrayante et en même temps agréable était que la jeune fille sentait pour la première fois une sorte d'arôme, la puanteur de sa propre peau couvrait toutes les autres odeurs, malgré le fait que Laetitia elle-même n'était pas ressentie non plus. Ici, un fort arôme de fleurs emplit sa poitrine, ce que la jeune fille appelée la sorcière maudite ne put s'empêcher de dire, elle s'agenouilla et commença à toucher les fleurs avec ses mains, appréciant l'odeur et craignant qu'elles ne disparaissent. Esteve dijo que a cambio de esto intentaría negociar una vida mejor para todos, a lo que Cal respondió que era un buen plan, pero que no estaba seguro de que Lilian estuviera de acuerdo con él. El espadachín respondió que era solo por el bien de su plan y el reconocimiento de ella que estaba blandiendo la espada. Bertram se souvint de la façon dont il avait léché son sang et comprit que peu importe la quantité de sang qu'il buvait, cela ne lui suffirait jamais. Le prince héritier désirait de plus en plus Laetitia, désirait s'en emparer complètement, même s'il savait qu'un jour elle mourrait à cause de sa soif. Se levant de ses genoux, la mendiante avoua à Bertram que beaucoup de choses lui arrivaient pour la première fois, ce qui la troubla et la jeune fille ajouta que tout cela, bien que surprenant, était agréable. Après un court silence, Laetitia, embarrassée et en quelque sorte en colère, dit au prince agacé que maintenant il lui semblait à nouveau qu'elle ne le remboursait pas pour une faveur, mais qu'elle la recevait elle-même. La jeune fille marmonna qu'elle cuisinerait ce que Bertram voulait, un steak, ou comme on l'appelle correctement, et d'une voix calme mais sans résistance, elle exigea de rentrer. Lilian, con su siempre presente sonrisa en su rostro, respondió que efectivamente se irían por unos días y que Sam sería su manejador. Au domaine du baron grandi, debout à côté du prince héritier assis sur une chaise dans la grande salle qui lui est attribuée, l'exécutif, mais aimant exprimer son opinion, chambellan s'indigne. Il ne comprenait pas si son Altesse envisageait vraiment comme épouse une vagabonde sale et puante ayant une réputation de sorcière dangereuse. Simon pensait naturellement que pour contrer les restrictions imposées au prince par son puissant père, l'héritier du trône aurait dû choisir quelqu'un d'une famille influente de la capitale, et non de la famille d'un baron de province. Le chambellan demanda s'il n'était pas trop tard pour changer d'avis et retourner au palais le plus tôt possible. Remarquant le regard distrait de Bertram, Simon demanda si son Altesse écoutait. L'héritier du trône était absorbé par des pensées complètement différentes, le monologue du serviteur le plus proche, bien qu'ennuyant, ressemblait davantage à un bruit blanc. Sin quitar la vista del camino, el caballero le pregunta qué piensa hacer si todo esto sucede de repente. Carol Lillian respondió, mirando por la ventana, que decidió no tomar ninguna medida porque tenía curiosidad por saber qué se le ocurriría a Scar. Y Howard dice que no le importa, pero el chico todavía se está desarrollando y es un candidato a héroe, aunque pequeño, pero existe la posibilidad de que se unan. Jetant les pétales froissés sur le sol, l'héritier du trône impérial ordonna au serviteur le plus proche d'aller transmettre au baron Grandi ses paroles concernant laquelle de ses filles l'héritier allait épouser. Howard, desviando la vista del camino, entrecierra los ojos en dirección a Lilian y está de acuerdo con ella, pero quiere decir algo más.
cuando de repente la chica le pregunta si cree que esta situación podría ser muy beneficiosa para ellos. Un lapin blanc bien nourri galopait dangereusement près du piège, restant indemne. Laetitia était indignée que les foutus gens du baron lui donnaient de vieux trucs qui ne pouvaient rien attraper. S'ils avaient décidé de ne pas lui fournir de nourriture, ils lui auraient donné quelque chose de meilleur pour la chasse. Voulant vérifier si le piège était brisé, la jeune fille enfonça sa baguette directement en son milieu, elle se referma brusquement, Laetitia, effrayée, recula. Ayant conclu que, après tout, le piège était intact, la femme puante commença à secouer le bâton serré dans le piège pour le libérer, et une sorte de note tomba du piège. Laetitia l'a d'abord saisie, a regardé les icônes étranges pendant un moment, puis a décidé que cela faisait une différence puisqu'elle ne savait pas lire. Le manque d'une telle compétence dérangeait rarement la fille dans la forêt, mais maintenant cela la rendait simplement furieuse, et la pensée de Bertram lui traversa l'esprit, qui pouvait se moquer de Laetitia après avoir appris qu'elle était ignorante. La fille a agité la main, décidant de s'en foutre du stupide steak, rentrant rapidement chez elle, elle s'est réprimandée pour avoir fait une sorte de bêtise et pour le fait qu'elle avait promis de rembourser l'invité pour les bougies. Laetitia se reprochait d'être devenue étrange après avoir rencontré Bertram, par exemple, en se rappelant qu'il aimait les steaks et en décidant d'attraper du gibier avec un piège qu'elle n'avait jamais utilisé auparavant. La jeune fille se souvint également de la façon dont cet étrange et bel homme traitait, en fait, léchait sa blessure, et quel tremblement agréable elle ressentait alors. En jurant, Laetitia courut vers la maison, se persuadant que la seule raison de penser à Bertram était qu'elle ne l'avait toujours pas remboursé, et que penser à quelque chose de romantique était stupide. Au même moment, le père qui avait rejeté sa fille et l'arrogante sœur cadette se tenaient près de l'entrée de leur manoir, des valises et des coffres remplis se trouvaient à côté d'eux, et le chambellan du prince héritier se tenait en face. Il était découragé de devoir annoncer la mauvaise nouvelle au baron et à la jeune femme et maintenant d'écouter leurs reproches colériques. Lord Grandy a dit à Simon qu'il ne comprenait pas, il a dit que la fille du baron deviendrait l'épouse du prince, mais ce n'était pas Alicia. Dans le même temps, le propriétaire terrien pensait avec crainte que si le serviteur du prince héritier ne plaisantait pas, cela signifierait-il que sa fille aînée avait été déclassifiée, et maintenant toute la famille était déshonorée, d'autant plus que le prince lui-même ne se présentait pas, bien qu'il ait promis. Bien sûr, pensait que Bertram viendrait chercher Alicia dans sa propre voiture, il n'a donc pas préparé la sienne. Se raclant la gorge, le chambellan Simon expliqua qu'il ne s'était pas trompé lorsqu'il avait déclaré que le prince héritier voulait emmener la fille du baron au palais impérial, il disait seulement que cette fille n'était pas Lady Alicia. Lord Grandy a crié comment cela ne pourrait-il pas être Alicia, Simon voulait-il dire qu'il a une fille dont il ne connaît pas l'existence. Intérieurement, le baron paniquait, le prince et son serviteur connaissaient-ils vraiment l'existence de Laetitia, mais d'où? Comme s'il lisait les pensées du propriétaire terrien, le serviteur du prince héritier a déclaré qu'il n'y avait aucun secret pour la famille impériale. Debout dans une robe élégante, avec un large nœud dans ses cheveux blonds soigneusement coiffés et avec un visage tordu par la colère, Alicia criait que c'était impossible, le chambellan disait fermement que c'était possible. Il répéta clairement que son Altesse avait besoin de la fille aînée de son honneur, Lady Laetitia. Le propriétaire terrien confus ne pouvait pas y croire, balbutiant, il a demandé si elle deviendrait vraiment l'épouse du prince héritier, le chambellan a confirmé et a dit qu'il accompagnerait la dame. Alicia a crié furieusement que c'était impensable, le roux Simon, lui-même confus, mais obligé de suivre strictement les ordres de son propriétaire de haut rang, a répété que tout ce qu'il disait était vrai. Une jeune femme en colère vêtue d'une robe rose et blanche brodée de fleurs délicates, exorbitant ses yeux bleus déjà énormes, a crié que comment cela pouvait-il se produire alors que le prince héritier pouvait voir cette salope puante. Le chambellan, qui commençait lui-même à s'indigner des attaques d'Alicia, mais n'osait pas lui répondre sur le même ton, rapporta que, selon le prince héritier, il l'avait trouvée dans une cabane dans la forêt alors qu'il chassait. La jeune femme, défigurée par une expression de colère, serrant les poings de rage et d'impuissance, se demanda, même si tout était comme le disait Simon, comment il était possible que le prince héritier lui-même veuille épouser un vaurien puant et sale. Le baron Grandy a demandé avec indignation au plus proche serviteur du prince comment il pouvait faire cela, car le seigneur l'a présenté à sa belle-fille et lui a même donné de l'argent, le chambellan a accepté, perplexe, lui-même était embarrassé. Le propriétaire foncier rappela qu'il avait lui-même rendu hommage à Simon pour sa coopération fructueuse. Le chambellan demanda si ce n'était pas un succès que la fille du baron se rende au palais impérial en tant qu'épouse de l'héritier du trône. Le propriétaire foncier a crié qu'il parlait d'Alicia, le chambellan aux cheveux roux a demandé si cela signifiait que Laetitia n'était pas la fille du baron Grandy.
Simon pensait tristement que même si elle était en réalité une fille abandonnée, le propriétaire foncier avait raison en tout, il n'avait rien à redire. Mais à haute voix, le chambellan a dit diplomatiquement que puisque sa noblesse avait 2 filles, il y avait apparemment un malentendu, et qu'il était bon qu'il se soit compris. Le baron était terriblement en colère et inquiet, Alicia se tenait là complètement remplie de rage et retenant à peine ses larmes de ressentiment. Le chambellan fut satisfait de la confusion des seigneurs, et plissant sournoisement les yeux, dit poliment que puisque Lady Laetitia ne pouvait pas partir aujourd'hui, il donnerait un jour de plus. Cahill se preguntó si debería buscar otros tipos de monstruos para probar esta habilidad suya. Le propriétaire foncier et sa fille reconnue regardèrent longtemps le départ de Simon, ils étaient confus et tristes, pour ne pas dire en colère. À l'intérieur du manoir, Alicia détruisait tout ce qui lui tombait sous la main, son père essayait de la calmer, mais en vain. La jeune femme répéta que l'épouse du prince n'était pas elle, comment était-il possible que cette puante Laetitia devienne princesse? Le baron était d'accord avec sa fille, mais dit que puisque ce n'était pas lui qui avait décidé, rien ne pouvait être fait, la jeune femme n'était pas d'accord. Alicia a demandé si son père voulait dire qu'il s'en fichait si Laetitia allait au palais, parce qu'elle était aussi sa fille, comme le disait ce serviteur, parce que d'une manière ou d'une autre, sa fille deviendrait princesse. Le propriétaire a essayé de le nier, mais sa fille lui a crié de se réveiller et que Laetitia était une sorcière. Alicia a demandé à son père s'il ne comprenait vraiment pas que cela conduirait à l'effondrement de toute la famille. Le baron a demandé avec horreur ce que voulait dire sa fille. Alicia a déclaré qu'elle ne savait pas ce que cette sorcière Laetitia avait fait au prince, mais que cela ne durerait probablement pas longtemps. La dame a exprimé sa conviction qu'une fois la sorcellerie terminée, sa sœur serait renversée et que deviendrait alors la famille qui a donné naissance à la sorcière qui est devenue princesse et a entaché la lignée de la famille impériale. Le père objecta qu'on leur avait dit qu'il devait envoyer Laetitia et qu'il ne restait plus qu'à suivre les ordres. Alicia grommela qu'elle admettait qu'un membre important de la famille impériale avait pris une décision peu judicieuse. Elle ajouta avec mécontentement qu'elle, son père et sa mère deviendraient inévitablement complices lorsque la sorcière deviendrait princesse, et se révéleraient finalement des traîtres. Le baron a alors demandé ce qu'il devait faire, Alicia lui a demandé de se réveiller et a déclaré qu'elle avait tout inventé elle-même. Elle a dit qu'il était nécessaire de rassembler tous les villageois et qu'il était temps de faire ce que le père aurait dû décider depuis longtemps, lancer une chasse aux sorcières. Dándose vuelta, el chico, con una leve sonrisa en su rostro, le preguntó que estaba preocupada por él. Le soir, une foule de gens du peuple, munis de torchers et de fourches, se précipitèrent vers la maison en ruine de Laetitia. La maîtresse de maison était en train de préparer une soupe avec de vieux restes de viande. La jeune fille était étonnamment calme, l'arrivée de personnes qui voulaient sa mort était attendue, la seule chose était que mourir dans un incendie devait être très chaud et probablement douloureux. Un jour, une jeune femme en disgrâce reçut un livre avec des photos du manoir, dans lequel la sorcière fut brûlée vive, un spectacle désagréable. Laetitia rêvait de mourir sans douleur, mais il n'y avait rien à faire, et pourtant cette vie était bien plus douloureuse. La jeune fille pensait qu'à la fin elle ne pourrait pas manger, même si elle ne pouvait rien attraper, mais elle a sorti le reste de la viande et l'a fait cuire, mais cela s'est avéré en vain. De plus, la brune persistante aux yeux dorés ne pouvait pas quitter son esprit, Laetitia lui demanda mentalement pourquoi elle pensait à lui au moment de sa mort probable. La mendiante s'avança vers les gens avec des torchers et s'appuya contre la porte de sa hutte, toujours avec la même pensée pour Bertram, les gens du commun se rapprochèrent. Le boucher chez qui Laetitia avait fait son achat se tenait maintenant derrière lui, bien qu'il portait une des torchers, et demandait à ses camarades si tout irait vraiment bien. Un jeune collègue du marché, issu d'une famille paysanne, mais habillé à la mode, quoique peu coûteux, avec une fourche dans une main et une torche dans l'autre, a demandé de quoi le boucher s'inquiétait. Il a répondu qu'ils allaient chez la sorcière. Les deux marchands se sont souvenus de la façon dont le baron Grandi avait dit que les magiciens sauveraient tout le monde et ont convenu qu'il n'était pas clair pourquoi ils devraient s'adresser à une sorcière dangereuse, même si les magiciens ne viendraient pas, mais qu'il y avait vraiment d'autres moyens. Les voix d'autres camarades ont été entendues dans la foule, certains s'inquiétaient du fait que les magiciens ne soient pas si fiables, et même le prêtre ne savait pas quoi faire et ce que, les gens ordinaires, pouvaient faire, d'autres ont dit qu'il n'y avait rien à faire. Je m'inquiète, parce que cette sorcière n'était qu'une fille. Le boucher demanda doucement, en bégayant, si ses camarades pensaient vraiment qu'il n'y avait rien de mal à aller voir une sorcière. Le jeune collègue confirma que tout irait bien et ordonna à tout le monde de se dépêcher, même s'il se tenait derrière, sa voix était forte et impressionnante. En approchant de la hutte, les roturiers s'arrêtèrent avec hésitation, la sorcière maudite elle-même se dirigea vers eux. Un paysan aux cheveux roux et aux muscles puissants, debout devant,
a crié qu'ils étaient tous venus pour la punir, mais Laetitia a dit qu'il pourrait la punir plus tard, mais maintenant les laisser partir. Mais le paysan a dit haut et fort que c'était impossible, la soi-disant sorcière a demandé pourquoi, le paysan a commencé à répondre que c'était parce que les habitants du village le voulaient depuis longtemps pour dormir paisiblement. De repente, con un fuerte estrépito, una enorme ola de llamas voló hacia estos monstruos, quemándolos vivos. Le paysan serra les dents avec fureur, et une autre voix sortit de la foule, déclarant qu'elle n'en pouvait plus. La dame en disgrâce était indignée de ce qu'ils ne pouvaient exactement tolérer, de ce qu'ils avaient enduré pendant tout ce temps et de ce qu'elle leur avait fait exactement. Laetitia a demandé si ces personnes l'avaient déjà vu dévorer des enfants, si au moins un enfant avait disparu dans cette zone et si quelqu'un était mort à cause de ses sorts. Avait-elle déjà causé des maladies mortelles, et qu'avait-elle fait à tous ces gens? Le puissant paysan aux cheveux roux, debout devant tout le monde, répondit avec colère que la sorcière était vivante et puante à côté d'eux, c'était de sa faute. Laetitia a dit à moitié sarcastiquement qu'elle le pensait aussi, comment une sorcière puante ose-t-elle vivre, et ainsi de suite, mais pas aujourd'hui. Se tournant vers la cabane et tournant légèrement la tête vers ceux qui venaient, la jeune fille leur dit de venir la prochaine fois, elle mourrait dans quelques jours. L'homme aux cheveux roux demanda avec colère et moquerie ce que la sorcière allait faire, traînerait-elle à nouveau sa carcasse puante dans le village, ou irait-elle au manoir du baron, croyant toujours qu'il était son père. Mirándolo con atención, dijo que se había estado preguntando por qué había tantos monstruos aquí, sin embargo, si Sam estaba detrás de todo, comenzó a tener sentido y que estos monstruos eran de su centro de investigación. Laetitia a demandé de quoi parlait l'homme aux cheveux roux, il a souri en disant que le baron avait finalement donné la permission de s'occuper d'elle. La jeune fille ne pouvait pas croire que son propre père avait ordonné qu'elle soit tuée, ses yeux se demandaient à quoi ressemblait le visage du baron grandi lorsqu'il avait ordonné la mort de sa propre fille. Par la suite, peu importe à quel point la fille y réfléchissait, elle ne pouvait pas imaginer son père dans une telle situation, elle décida que c'était probablement parce qu'elle ne l'avait pas vu depuis longtemps, et à ce moment-là, Laetitia ne fit que sourire tristement. Les paysans et les marchands criaient qu'il était temps, qu'il devait combattre la sorcière, la tuer. Une mendiante en robe sale se tenait là, sans chercher à s'enfuir, un des paysans a approché d'elle une torche, la jeune fille s'est brûlée et a crié. La paysanne disait qu'elle était une vraie sorcière puisqu'elle avait peur du feu. Au milieu des cris réclamant que la sorcière soit brûlée vive, deux hommes forts se sont approchés de Laetitia et lui ont saisi les mains, la jeune fille a crié pour qu'on la lâche. Ensuite, l'attention des vengeurs du peuple fut attirée par quelque chose d'étrange derrière eux, ils se retournèrent et virent un animal noir aux yeux dorés, semblable à un chat, mais incroyablement énorme et musclé, debout avec ses pattes avant sur un paysan qui venait d'être tué. Numerosas batallas con monstruos continuaron activamente frente al edificio de dormitorios en llamas. Un homme a dit que lorsqu'il était enfant, il avait eu peur d'un ours dans la forêt, mais ce monstre a une taille complètement différente, les gens étaient effrayés par le fait que ce géant semblait vivre tout le temps dans la forêt. Pendant ce temps, Laetitia essayait de se libérer, mais elle n'y parvenait pas, le paysan avec une grimace de dégoût lui attrapa fermement le poignet, c'était le même roux qui se tenait devant tout le monde. Il grogna que c'était l'œuvre d'une sorcière, comment ose-t-elle utiliser des tours aussi sales, et serra la gorge de la jeune fille avec une paume énorme et tenace. Laetitia se demandait tristement si elle allait vraiment mourir comme ça, parmi la foule d'hommes superstitieux en colère, elle imaginait le visage pâle et beau de Bertram, la jeune fille pensait qu'on ne savait pas du tout s'il viendrait. Soudain, le paysan qui étranglait la jeune fille fut attaqué par derrière par une énorme bête noire aux yeux dorés, aux crocs longs et acérés et aux griffes comme des sabres. La bête jeta l'étrangleur au sol et s'assit devant Laetitia, la regardant dans les yeux, son regard doré étincelant rappela un instant à la jeune fille son visiteur déjà familier. Les hommes se sont approchés, agitant des torchers juste devant le visage d'un énorme animal, le chat géant et musclé les a regardés pendant un moment, puis a soudainement sauté sur l'un d'entre eux. Inesperadamente, la orden del científico funcionó y los monstruos fueron liberados del control de la niña. Mais la jeune fille elle-même se demandait de quel genre de créature il s'agissait, depuis 10 ans qu'elle vivait dans la forêt, elle n'avait jamais rien vu de pareil. La soi-disant sorcière a décidé de profiter de l'apparence d'un animal étrange, elle ne s'est pas considérée obligée de dire la vérité à ses agresseurs. Le paysan a exigé que la sorcière des forêts chasse la bête, Laetitia a déclaré qu'elle ne voulait pas et qu'elle n'était pas en mesure de répondre aux demandes des étrangers qui l'attaquaient également. Les gens ordinaires, certains effrayés, d'autres en colère, disaient que la jeune fille était une méchante sorcière et que même si l'on ne savait pas quand elle parvenait à invoquer la créature, si vous tuiez le lanceur de sorts, alors sa bête disparaîtrait immédiatement. L'étrangleur, sortant un poignard, décida de percer le cœur de la sorcière, seulement il leva son arme sur elle,
comme une bête furieuse, à l'horreur de toutes les personnes présentes, y compris Laetitia elle-même, attrapa l'agresseur par le côté avec son énorme bouche et il en a mordu la moitié. Esta vista agitó el corazón retorcido del científico y se echó a reír, pidiéndole a Cao que le diera aún más vistas. Mais l'un des hommes, avant de s'enfuir, réussit à lancer une torche sur le seuil d'une cabane en bois. La cabane fut rapidement complètement engloutie par le feu, elle brûlait avec un rugissement et Laetitia, qui se tenait à proximité, était engloutie par la chaleur. La fille était sous le choc, au début elle voulait éteindre le feu, mais elle s'est rendue compte que même si elle l'éteignait, que se passerait-il ensuite, elle continuerait à vivre dans cette cabane, uniquement dans une cabane carbonisée. Il y aura encore plus de trous à cause du feu, la plupart de ce qui se trouve à l'intérieur brûlera, et être dans la cabane calcinée et à proximité sera tout le temps dangereux. Maintenant une poutre peut facilement tomber sur votre tête, tout comme le sol, effondrement. Girándose bruscamente, el tipo levantó la pierna y golpeó con fuerza al monstruo en la cabeza. Ils diront à tout le monde que la sorcière qui vit dans une cabane dans la forêt a invoqué une bête noire et tué des gens. Laetitia s'est mentalement demandé si on la laisserait tranquille et a compris que c'était peu probable. Habiendo terminado con ese monstruo, Cao miró severamente a los otros monstruos y se puso en posición, preparándose para enfrentar una nueva batalla. En se retournant, le renégat vit qu'un animal géant, maculé de sang humain, était assis et Laetitia se demanda pourquoi la créature n'attaquait pas. Sam preguntó con miedo qué les pasa, porque este tipo ni siquiera tiene una bendición realmente útil. Puis des étincelles provenant du bâtiment en feu se sont envolées vers Laetitia, et elle s'est rendue compte qu'il était dangereux de rester ici plus longtemps. La jeune fille fut distraite par la cabane pendant une seconde seulement, mais lorsqu'elle se tourna vers l'animal, celui-ci n'était plus là. Laetitia se demanda où était passée la bête et pensa que pour la première fois, à l'exception de son grand-père, quelqu'un était à ses côtés, mais maintenant elle était de nouveau seule. La mendiante a attendu que sa hutte brûle, se transformant en un tas de décombres calcinés. C'était déjà l'aube, il n'y avait nulle part où aller. Laetitia était assise par terre près de ce qui restait de sa maison alors que le soleil était déjà levé assez haut au-dessus de l'horizon. Bertram est apparu de quelque part, il a commencé à demander anxieusement à la jeune fille ce qui s'était passé, s'il y avait eu un incendie, si elle avait été blessée, si elle avait pu sortir en toute sécurité. Preparándose para atacar, Cao dio un paso adelante y dijo que se desharía de él más rápido, pero no tuvo tiempo de terminar la frase. Laetitia a confirmé qu'il ne restait plus rien et elle a pensé à la soupe qu'elle avait préparée avant l'arrivée des hommes, elle avait des crampes d'estomac à cause de la faim. Bertram a suggéré que la jeune fille était bouleversée que cela soit arrivé à sa maison, elle a répondu que ce n'était pas très bien, l'homme a demandé s'il y avait un endroit où rester. Il ne faisait aucun doute que la fille n'avait nulle part où aller et la brune l'invita à l'accompagner. Laetitia s'est indignée, le prince héritier lui a rappelé qu'il l'avait déjà invitée à l'accompagner, la jeune fille a crié « Pourquoi diable cela se ferait-il ?» Bertram lui a encore une fois rappelé qu'elle n'avait nulle part où aller puisque sa cabane était complètement incendiée. Laetitia a décidé qu'elle devait se rendre au domaine et y a couru, elle voulait regarder son père dans les yeux, dont les gens du village disaient qu'il avait personnellement donné l'ordre de tuer sa propre fille. Laetitia espérait que c'était tout un mensonge. Le prince héritier a essayé d'arrêter la jeune fille, elle lui a dit de ne pas la suivre, Bertram était indigné de la raison pour laquelle elle était si têtue, elle n'avait nulle part où aller, ne vaudrait-il pas mieux l'accompagner? Laetitia répondit qu'elle rentrerait chez ses parents, cela attrista le prince, mais en même temps lui parut commode. Ne voulant pas se trahir, Bertram a demandé d'une voix surprise si l'interlocuteur avait réellement des parents, et a ajouté qu'il veillerait à ce qu'elle les rejoigne, si cela ne la dérangeait pas. Laetitia continua simplement à marcher plus loin, elle trouva étrange le comportement de l'homme aux yeux d'or. La jeune fille pensait qu'il avait probablement beaucoup de questions, pourquoi ne lui avait-il pas demandé pourquoi elle ne vivait pas avec ses parents ou pourquoi elle vivait dans une hutte si délabrée. Laetitia a rappelé les moments agréables passés avec Bertram, s'est fâchée contre elle-même et s'est résolument dirigée vers le manoir du baron. La jeune fille a exigé qu'elle se réveille et ne se trompe pas sur la brune. Pero antes de que la piedra tocara a la niña, Cao la salvó saltando lejos de ese lugar, manteniéndola cerca de él. Appelant la jeune fille une sorcière, le portier a avancé sa lance et Laetitia a demandé à appeler le baron. Bertram regardait toute la scène derrière un large tronc d'arbre. Le gardien avait peur que la sorcière ne cause des dégâts au domaine, il a bégayé et a dit qu'il était impossible d'inviter le propriétaire. Laetitia s'est indignée, si Thomas n'avait pas encore entendu la nouvelle, et a demandé à plusieurs reprises s'il avait peur. Le baron grandit, qui a entendu le bruit, s'est approché de la porte, le seigneur féodal a dit au garde que la sorcière ne lui ferait pas de mal, alors il lui parlerait lui-même et il ne devrait pas en parler à Lady Alicia.
Laetitia a crié au portier de disparaître s'il ne voulait pas mourir. Thomas a couru vers le manoir, promettant au baron qu'il appellerait les gens. Lord Grandy regarda avec mécontentement sa fille aînée, qui ne lui était pas nécessaire. Elle dit tristement que sa maison avait brûlé et qu'elle ne pourrait plus y retourner. Ayant rassemblé son courage, la jeune fille décida de demander si son père voulait vraiment la tuer. Elle ne comprit pas vraiment si elle voulait vraiment connaître la vérité, mais à la réaction du baron, elle comprit qu'il avait réellement donné un tel ordre. Au début, le seigneur féodal ne pouvait pas vraiment rien dire, il regardait seulement sa fille avec honte, tristesse, en même temps, avec dégoût, puis il commença à trouver des excuses confuses et peu convaincantes. Laetitia pensait que le fait que son père rêvait de se débarrasser d'elle lui avait toujours été connu, même si elle essayait d'ignorer cette cruelle vérité jusqu'à ce que les villageois lui parlent de l'ordre de la tuer. La jeune fille a vu qu'il y a à peine une minute, le baron avait peur que tout le monde découvre son lien familial, mais même en regardant comment il se justifiait désespérément, elle ne voulait pas l'admettre. Este golpe aturdió al monstruo, levantó la cabeza, tratando de recuperarse, y Scar voló hacia abajo con una sonrisa alegre. Le baron tomba d'abord dans la stupéfaction, puis dans la colère, et cria pourquoi, au lieu de mourir, elle avait survécu et était venue ici. Lord Grandy a crié que si Laetitia savait combien il souffrait à cause d'elle, les gens pourraient découvrir qu'elle était sa fille et il n'y aurait alors plus de commerce avec ses terres. Laetitia ne pourrait-elle pas simplement vivre tranquillement dans sa cabane et ne pas apparaître sur le domaine, alors son propriétaire n'aurait pas à prendre une telle décision. Le baron se détourna en se tenant la tête, puis tourna la tête vers sa fille et lui ordonna de vivre maintenant aussi tranquillement que si elle était morte, sans même penser à revenir, et il dirait à tout le monde qu'elle était morte. El tipo logró apagar el fuego y se volvió hacia Cao, porque con un suspiro le dijo que no tenía sentido relajarse. Laetitia s'est demandé si c'était de la tristesse, et elle s'est répondu que non, la tristesse est passée assez vite, et maintenant elle avait l'impression que son cœur avait été transpercé, et en même temps elle avait vraiment envie de se reposer. Le prince héritier Bertram a rendu visite au baron, essayant d'avoir l'air joyeux, il lui a demandé s'il n'avait pas dit qu'il voulait faire de sa fille sa femme. Le propriétaire terrien a confirmé, puis le prince héritier a changé de ton et a déclaré avec colère que Grandy était au courant, mais a osé essayer de la brûler vive. Caïl respondió que conocía los puntos débiles del dragón, pero que necesitaba que Scar los Bertram demanda avec indignation si le seigneur n'en avait pas déjà discuté avec son serviteur, le baron ne put s'empêcher de le confirmer, mais il eut l'étrange sentiment que le prince héritier n'avait pas l'air comme d'habitude. Grandy a essayé de se justifier en disant que sa fille était simplement née avec un petit problème, et qu'il essayait seulement de tout arranger. Le prince a demandé au baron s'il était devenu fou. Le propriétaire foncier balbutia ce que son Altesse voulait dire, le prince héritier dit d'un ton menaçant que si le baron n'était pas devenu fou, comment oserait-il le tromper? Lord Grandy a été choqué. Avant cela, le prince héritier lui avait parlé gentiment, même s'il n'était qu'un baron provincial, et maintenant il semble que les rumeurs sur l'arrogance et la grossièreté de l'héritier du trône ont commencé à se confirmer. Alicia entra, vêtue d'une élégante tenue de deuil avec des bijoux appropriés, la jeune femme tentait de dépeindre la tristesse. Scar, que acababa de evitar el ataque de la cola, no tuvo tiempo de prepararse para el próximo ataque del dragón. Sans attendre la permission, Alicia elle-même a commencé à dire que, comme elle l'avait dit la dernière fois, cette sorcière, sa sœur aînée, était maudite. Fondant en larmes, la jeune femme a expliqué que sa famille avait tenté de libérer Laetitia de la malédiction, mais qu'en fin de compte, rien n'avait fonctionné et ils se sont retrouvés sans leurs biens. Al darse cuenta de esto, Cao se burla del otro, diciéndole que si tiene tanta confianza en sus habilidades, entonces déjelo continuar. Essuyant ses larmes, la manipulatrice a déclaré qu'elle pensait que son Altesse avait déjà réalisé qu'il valait mieux épouser une femme belle et gentille que cette sorcière pourrie, et que pendant tout ce temps, il s'était trompé. Le prince a dit qu'Alicia était une menteuse très talentueuse, elle était indignée et l'héritier du trône a poursuivi que pendant une seconde, il lui sembla que ce n'était pas une personne assise devant lui, mais un serpent. Le prince a demandé si le domaine de Grandy était trop luxueux pour qu'il puisse mentir sur sa pauvreté, d'autant plus qu'Alicia elle-même était assise, vêtue d'une robe et de bijoux coûteux. Bertram a dit qu'en plus, il avait demandé pourquoi le baron voulait brûler vive sa fiancée, et s'il était une sorcière, Alicia a crié que sa sœur était définitivement une sorcière. La jeune femme a affirmé que puisqu'elle et son père savaient que Laetitia était une sorcière, étant de fidèles serviteurs de son Altesse, ils ne pouvaient pas permettre leur mariage. L'héritier du trône a déclaré avec colère et durement que ses homologues avaient non seulement osé tromper le prince héritier, mais avaient également remis en question sa grandeur.
Le prince héritier leur a demandé s'ils pensaient qu'ils étaient dignes de se tenir sur le sol de l'Empire après cela. Le baron commença à supplier son Altesse de pardonner à Alicia son offense, et il répondit qu'à partir de ce moment il priverait toute leur famille du titre et des privilèges qui y sont associés. Le déjà ancien baron grandit a demandé grâce au prince héritier, tombant à genoux, et à sa fille, saisissant l'héritier du trône par les mains. Alicia a dit que son Altesse les avait mal compris et qu'elle expliquerait tout, mais il était indigné de voir comment elle avait osé le toucher avec ses mains sales. Prenant soudain une courte épée du fourreau du serviteur, le prince héritier coupa les mains de la jeune femme, elle tomba au sol, son père se précipita aussitôt vers elle, la mère courut aussi au bruit, voyant sa fille sans main, tomba dans hystérique. Bertram, d'un ton froid et calme, ordonna au chambellan de brûler la succession de l'ancien baron grandi pour avoir insulté la future épouse du prince héritier. En se dirigeant vers la fenêtre, l'héritier du trône était triste du sort de Laetitia, le propriétaire foncier, qui avait soudainement vieilli de 10 ans en apparence, espérait que tout cela n'était qu'un cauchemar. Lui et sa femme étaient agenouillés à côté de leur fille ensanglantée lorsqu'ils ont été entourés de flammes, tout le manoir était en feu et il n'y avait aucune issue. Laetitia était sur le point de se noyer, elle trouva un lac assez profond, situé dans un endroit pittoresque de la forêt, et décida qu'il serait agréable de mourir ici. La jeune fille pensait qu'elle vivait dans cette forêt depuis plus de 10 ans, cela deviendrait sa tombe, pensant qu'elle quitterait cet enfer aujourd'hui. Avant que la mendiante n'ait eu le temps de se noyer, elle a été sortie de l'eau par un moyen inconnu, lorsque Bertram s'est retrouvé à proximité. Laetitia était ennuyée de ne pas pouvoir mourir humainement, elle a demandé avec indignation à son sauveur ce qu'il faisait ici. Se penchant sur la jeune fille, l'homme, les larmes aux yeux, lui demanda si elle voulait vraiment mourir et le laisser tranquille. Laetitia a essayé de se libérer, s'est qualifiée de sorcière et a expliqué qu'elle puait terriblement, c'est pourquoi tout le monde la déteste. Sam observa todo esto, atónito, no queda ni rastro de su antigua diversión. Hystérique, Laetitia a exigé que Bertram la laisse tranquille et ne l'approche pas. L'homme, au contraire, la serra dans ses bras et lui dit qu'elle n'était pas une sorcière, mais une fille tout à fait ordinaire, et qu'il la trouvait très gentille. Laetitia était indignée que Bertram mente, mais lui, la regardant tendrement, dit avec un sourire que ce n'était pas lui qui mentait, mais les habitants du village. L'homme demanda alors en quoi l'odeur de Laetitia avait quelque chose à voir avec le fait qu'elle était une sorcière, si elle mangeait vraiment des enfants, comme on dit, ou provoquait la peste, puisqu'elle ne faisait rien de tout cela. Bertram a dit que Laetitia ne convenait tout simplement pas à cet endroit, alors elle devrait l'accompagner. Avec ces mots l'homme a embrassé les mains de la fille qu'il avait sauvée. Rougissante, accepta de peur, elle n'avait de toute façon nulle part où aller, le sauveur la remercia pour son accord. 2 voitures attendaient sur la route dans la forêt, elles étaient trop simples pour l'héritier de l'Empire et étaient conçues pour le garder incognito, mais un roturier ne pourrait jamais se le permettre de sa vie. D'ailleurs, même dans le domaine du baron, il n'y avait qu'un similaire. La vue des voitures confirma les pensées de la jeune fille concernant son sauveur, elle avait depuis longtemps deviné à ses chemises en soie et à ses bijoux qu'il était un aristocrate. Mais comme Bertram portait souvent les mêmes vêtements et se comportait simplement, Laetitia le prenait pour un aristocrate pauvre, et voici 2 voitures luxueuses. Et le prince pensa avec satisfaction que, même si les voitures ne pouvaient être comparées aux voitures impériales, elles avaient l'air assez nobles. Pero antes de tocar el suelo, cae en una bola de agua, que detiene su caída. Il pensait qu'il aurait dû être difficile pour le chambellan de trouver d'urgence en province une voiture qui paraisse à la fois trop ordinaire pour le prince héritier et d'un statut suffisant pour être autorisé à pénétrer dans l'enceinte du palais. De sa propre initiative, Simon, déguisé en paysan, salua Laetitia et lui dit qu'il avait beaucoup entendu parler d'elle. La jeune fille remarqua que le jeune homme aux cheveux roux avait du mal à respirer par le nez en sa présence et se cacha instinctivement derrière Bertram Simon, en riant poliment, et dit que Laetitia était timide, comme il l'avait entendu. Se tournant respectueusement vers Bertram, le jeune homme aux cheveux roux dit qu'il monterait dans la voiture arrière. Le prince, perplexe le serviteur en s'adressant à lui, dit que, comme il le souhaitait, le chambellan souhaitait au monsieur un agréable voyage et monta dans le chariot. Assis dans la voiture avant, Bertram regardait avec un doux sourire Laetitia fronçant les sourcils, assise en face. Il a prévenu que parce qu'ils étaient dans la forêt, la route était légèrement inégale, mais dès qu'ils partiraient d'ici, la voiture cesserait de trembler, ce qui prendrait environ 3 heures. Laetitia était étonnée que la forêt soit si grande, elle n'avait jamais essayé d'en faire le tour complètement. Esteve luego concluye que esta maldición mató a Sam después de que él prometió contarlo todo. Il a dit que si vous priez bien, votre souhait peut se réaliser. Laetitia était surprise que son interlocuteur croie en Dieu,
pensa le prince perplexe. En fait, lui-même était un mauvais esprit, et en même temps il était habitué à observer les rituels extérieurs de la foi, si nécessaire, à se tourner vers la magie, sans penser à quoi ou à qui il croyait et s'il croyait. Señalando con el dedo al santo, Ryan está indignado, porque fue ella quien se los confió a Sam, lo que significa que al menos debería haber sospechado algo. Laetitia a répondu qu'elle savait que beaucoup de gens ici étaient religieux, mais elle pensait avoir déjà rencontré les superstitions religieuses des gens. À son tour, pensait que son interlocutrice ne savait rien et qu'elle n'avait pas besoin de le savoir. Décidant qu'il y avait suffisamment de raisonnement, Bertram attrapa Laetitia et l'assit sur ses genoux. Maintenant il était encore plus content, malgré son indignation. En serrant la fille dans ses bras, Bertram lui a dit qu'elle était très belle. Elle lui a demandé pourquoi il l'appelait constamment douce ou belle. L'homme a répondu que c'était parce que c'était ainsi. Laetitia lui a demandé s'il préparait quelque chose, peut-être qu'il avait décidé de la vendre à une sorcière qui veut la sacrifier pour devenir plus puissante. Peut-être que la sorcière lui a dit que s'il amenait une autre sorcière vivante, elle réaliserait tous ses souhaits et qu'il pourrait reprendre l'Empire. Le prince rit et dit que cela avait l'air intéressant, mais il n'en voulait pas. Touchant doucement le visage de la jeune fille, Bertram commença à lui décrire ses désirs d'un tout autre genre. Il y a plus d'un demi-siècle, il y avait une lutte sur le continent, de courageux chevaliers en armure s'entretuaient sans pitié, sans oublier de voler la population. La guerre a duré trop longtemps, les gens perdaient espoir. Tout à coup, comme une comète dans le ciel nocturne, Philippe Ier est apparu. Il s'est appelé messager de Dieu, grâce à des forces inconnues, il a mis fin à la guerre et unifié le continent, et c'est ainsi qu'est apparu l'Empire Feli. Le premier empereur régnait, comme il le disait lui-même, avec l'aide de la puissance de Dieu, et personne ne pouvait lui résister. Même aujourd'hui, 60 ans plus tard, le pouvoir de Félix est toujours inébranlable. Lorsque l'arrière-petit-fils du premier empereur apprit d'une fille qui ne savait pas qui il était qu'il voulait reprendre l'Empire, Bertram se sentit drôle, car il était déjà l'héritier principal. Le prince n'était pas particulièrement désireux d'assumer l'ensemble du fardeau de gouverner l'État, mais rêvait toujours de renverser son père, car il souffrait lui-même de sa tyrannie, et Bertram avait déjà un plan précis sur la manière de le faire. Chuchotant à l'oreille de Laetitia combien il désirait s'emparer d'elle, le prince héritier, en plus de ses aspirations érotiques, cachait un sombre projet dont la jeune fille n'aurait pas dû être au courant. Bertram pourrait en effet prendre le pouvoir sur l'Empire plus rapidement avec l'aide de Laetitia, ce qui signifiait réellement sa mort. Les voitures arrivaient à la résidence princière tard dans la nuit, les fenêtres du luxueux complexe du palais brillaient de milliers de bougies et des feux d'artifice étaient tirés ici et là. Moins d'une heure plus tard, l'héritier était déjà assis à une table dressée selon toutes les règles de l'étiquette de cour et attendait. Un peu plus loin se tenait le chambellan, toujours prêt à recevoir ses ordres. Laetitia fit irruption dans la salle à manger, accompagnée d'une servante, en tenue de cour. Ses cheveux, enfin bien soignés, brillaient, sa peau brillait de pureté, d'odeur forte, à la joie du prince et des cachets. Le mécontentement de tous ses subordonnés ne s'est pas dissipé. La jeune fille a demandé à son ami une explication sur ce qui se passait, où il se trouvait et ce que Bertram essayait de réaliser. Le prince héritier sourit sournoisement et content, admirant à la fois Laetitia dans sa belle robe et la façon dont son plan était exécuté. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée principale du palais, et dès que Laetitia descendit de la voiture, le prince prit immédiatement la sale petite fille dans ses bras et la porta, produisant un effet à la fois sur la jeune fille elle-même, même si elle était indignée, et sur les courtisans qui réprimaient soigneusement les rires. Ensuite, Laetitia a été emmenée par une étrange fille nommée Cécilia, que Bertram lui a présentée comme sa nouvelle servante personnelle. La mendiante attendait une chambre incroyablement immense et superbement meublée, ainsi qu'un bain avec divers savons, huile et crème. Laetitia n'était pas préparée au fait que la femme de chambre devait la servir pendant qu'elle se lavait et empêchait la jeune fille d'accomplir ses tâches, soit en criant, soit en se plaignant qu'elle était folle. Laetitia dit alors à Bertram que Cécilia espionnait son bain. Le prince rit, se tournant vers la blonde, lui dit que la servante servait et n'espionnait pas. Il expliqua que les domestiques accompagnaient toujours les aristocrates et demanda de ne pas être en colère contre Cécilia. Laetitia ne comprenait pas si les aristocrates aimaient vraiment des choses aussi étranges. Bertram l'invita d'abord à s'asseoir et ajouta qu'il voulait entendre sa voix de plus près. Lorsque la jeune fille s'assit sur une chaise sculptée recouverte de velours rouge, le prince héritier lui répéta ce qu'il lui avait déjà dit à leur arrivée, à savoir qu'il s'agissait du palais impérial et qu'il était le premier héritier du trône. Prince Bertram fan de Félix. Laetitia a répondu impoliment que si elle l'avait su à l'avance, elle ne serait allée nulle part avec lui, car, selon les rumeurs, il était un intrigant froid, un tueur arrogant et cruel. En regardant la fille avec émotion, Bertram lui a demandé si elle le considérait vraiment comme ça.
Leticia a répondu qu'il n'était pas du tout comme ça, il était gentil. Acercándose, el tipo pregunta si es cierto que Scar planea matar a Lillian y a todos los soldados. Il a exprimé l'espoir que Leticia continuerait à vivre confortablement dans le palais. La jeune fille a demandé où il y avait toujours de l'eau chaude et si elle était disponible ailleurs. Bertram répondit avec un sourire que cela n'était disponible que dans le palais du prince héritier et que toutes ces commodités étaient fournies par magie. L'invité a été surpris et le prince a ajouté que la magie est très pratique, elle peut réchauffer l'eau sans gaspiller d'énergie pour le chauffage, et même faire souffler le vent. Bien sûr, la magie n'est pas un don de Dieu, mais elle peut même guérir les gens. Bertram s'est dit convaincu que même si la magie n'était pas encore répandue, il s'attendait à ce que lorsque les gens prendraient connaissance de ses avantages, ils l'apprécieraient. Steve dice que comprende perfectamente los sentimientos del tipo, pero que debe haber otra manera, porque el asesinato no es la respuesta. Le prince répondit que les paroles de son interlocuteur lui donnaient de la force, puis, prenant doucement sa boucle, il lui dit qu'aujourd'hui elle était particulièrement belle. Leticia avait peur des compliments de Bertram, elle croyait savoir mieux que quiconque que c'était un mensonge, mais en même temps, plus l'homme parlait, plus il lui semblait qu'elle devenait une belle dame, comme Alicia. L'invité de l'héritier impérial se demandait pourquoi son cœur battait si vite, ou plutôt, devinait-elle, mais elle avait peur de se l'admettre. Avant de se coucher, Leticia, vêtue d'une chemise de nuit en soie à volants et nœuds, se tenait devant l'immense fenêtre, soit admirant la beauté du palais, à perte de vue la nuit, soit se plongeant dans ses pensées et ses souvenirs. Entonces Steve dice que como el tipo habla tan en serio, tendrán que detenerlo. Leticia regarda Cecilia avec incrédulité et lui demanda si elle sentait. La femme de chambre répondit d'une voix polie que puisque la dame demandait, alors bien sûr, elle le faisait. L'invité en colère de l'héritier a attaqué Cecilia et lui a demandé pourquoi elle prétendait que Leticia ne puait pas. La servante, faisant des miracles de retenue, a répondu qu'elle ne faisait pas semblant. Leticia a dit que Cecilia mentait, parce qu'elle ne l'avait jamais insultée ni traitée de sorcière. La servante choquée a exprimé ses condoléances pour que sa maîtresse ait ressenti cela. Cecilia a poliment dit que, bien sûr, la dame sentait mauvais, et pas particulièrement agréable, mais qu'elle était déjà au courant de tout, grâce à son Altesse, et qu'elle voulait seulement faire son travail, s'occuper de son invité. Leticia était indignée qu'elle ne soit pas une enfant, qu'il fallait s'occuper d'elle. La femme de chambre s'est excusée pour la formulation ambiguë et a demandé de ne pas se méprendre sur elle. Cecilia a expliqué que sa famille s'occupait des princes héritiers depuis des générations, que c'était son devoir depuis sa naissance, et a demandé si la dame avait d'autres questions. Leticia fronça les sourcils et chassa brutalement la servante offensée, disant qu'elle voulait être seule. Simon se tenait à la porte de la chambre d'amis du prince, derrière une colonne, il admirait secrètement Cécile et regardait avec intérêt où elle allait. Un peu plus tard, le plus proche serviteur de l'héritier du trône était déjà dans son luxueux bureau, où le prince héritier était assis à une table en chêne jonchée de papier, décorée d'ornements en or, une cheminée flambait derrière l'héritier, et dans le bureau, outre Simon, il y avait un autre serviteur. Appelant son chambellan, Bertram lui demanda comment allait Leticia. Simon répondit qu'il attendait qu'elle s'endorme. Le prince héritier approuva, se tournant vers le deuxième serviteur, dit qu'il était prêt à écouter le rapport. Le jeune blond foncé commença à rapporter que dès que son Altesse avait quitté le territoire du baron Grandi, Sa Majesté l'Empereur avait organisé d'urgence une réunion et qu'il se trouvait maintenant dans une petite ville du Nord. Le serviteur a déclaré que l'Empereur n'avait pas donné la date exacte, mais il y a quelques jours, une lettre était arrivée disant que les préparatifs étaient en cours pour son retour au palais et que, selon le plan, l'héritier devrait venir chez son père dans une semaine. Bertram rit légèrement du fait que l'empereur était si loin au nord. Le serviteur blond foncé dit que, selon Sa Majesté, le but du voyage était de développer les territoires du nord et de populariser le tourisme, mais l'héritier du trône comprit que son père avait d'autres projets. Le prince héritier se demandait si son père lui-même l'avait envoyé chez le baron, et maintenant il lui disait de partir, même avec ce corps, si loin vers le nord. Bertram regrettait de ne pas savoir ce que faisait l'empereur, mais il devinait qu'il voulait tromper tout le monde autour de son doigt. Le chambellan a rappelé que malgré le fait que Sa Majesté ait donné des pouvoirs à son fils, celui-ci doit toujours participer aux réunions et prendre des décisions. Simon protesta auprès du prince irrité, cela ne veut-il pas dire que l'empereur jouit de son pouvoir sans être tenu responsable de ses actes? Le prince ordonna au chambellan de se taire, celui-ci s'excusa et le second serviteur rapporta que cette fois Sa Majesté était partie avec le Saint-Père. Bertram ne s'attendait pas à une telle tournure des événements, il fut surpris de ce qui arriva au Saint-Père, qui ne quitta jamais le temple, se justifiant en disant qu'il voulait être plus proche de Dieu.
Le prince était tourmenté à l'idée de ce sur quoi l'empereur et le Saint-Père auraient pu se mettre d'accord alors qu'ils n'étaient pas au palais. Le matin, Cecilia a frappé à la porte de Laetitia, il n'y a pas eu de réponse, puis la femme de chambre elle-même est entrée, s'excusant et disant que si la dame ne voulait pas être en retard au repas, elle devait s'habiller et se coiffer rapidement. Mais Laetitia n'était pas dans sa chambre, ni dans le lit, ni dans le bain, ni sur le balcon. La servante se demandait si cette fille s'était enfuie, alors elle devait avertir les gardes, mais si son Altesse découvrait que Cecilia n'avait pas gardé la trace de son invité, elle ne serait pas contente. En passant devant le placard, la servante entendit un bruissement, et c'est dans le placard que Laetitia se retrouva. Après que Cecilia ait dit qu'elle supporterait l'odeur de son invité et prendrait soin d'elle, Laetitia tomba dans l'hystérie, elle était sûre que tôt ou tard la femme de chambre la couvrirait d'insultes. Se tenant la tête, la jeune fille se rappela tout ce qui s'était passé ces dernières 24 heures, la maison incendiée, la tentative de noyade et le sauvetage, l'arrivée au palais, c'était trop. Décidant de se reposer, Laetitia se dirigea vers le lit, mais celui-ci lui parut trop grand, comme tout le reste de la chambre. Par habitude, la jeune fille ne parvenait pas à se détendre. Le regard de Laetitia tomba sur le placard, prit un petit oreiller, la jeune fille y grimpa, et même si elle ne pouvait s'y adapter qu'en position assise, elle décida que cet endroit lui convenait et s'endormit bientôt. Dans la matinée, Laetitia fut réveillée par une servante en colère, lui disant que c'était déjà le matin et lui demandant pourquoi la dame dormait dans un tel endroit. La servante rapporta à Laetitia endormie que son Altesse l'attendait déjà et lui dit qu'elle aiderait la dame à se laver et à se préparer, car elle devrait être belle. L'invité du prince héritier s'est indigné que la servante veuille encore l'espionner et la renvoyer. Au petit déjeuner, Cecilia, vêtue d'une robe du matin jaune à motif floral et d'une cape à froufrou, a montré toutes ses nombreuses années de sous-alimentation et son manque total de manières à table. Les domestiques étaient gênés que la nouvelle maîtresse mange si mal et mangeait autant, même s'ils essayaient de ne pas le montrer. Cependant, ils comprirent que personne n'avait jamais enseigné à Laetitia. Le prince héritier, étouffant un rire, complimenta Laetitia sur sa beauté et lui sourit gentiment. Le serviteur le plus proche était sous le choc, il ne pouvait pas s'habituer au fait que son Altesse se montrait une personne si gentille. Bertram remarqua que son invité avait de la nourriture sur le visage, tendant la main, retira la miette de la joue de Laetitia et, sans y réfléchir à deux fois, la mangea lui-même. La jeune fille se tourna avec surprise vers le prince héritier, et il en profita pour adresser à son invité son regard le plus sexy, tout en passant érotiquement son doigt sur ses lèvres. Laetitia a d'abord fondu, puis s'est embarrassée, puis s'est indignée et a déclaré que si Bertram avait faim, qu'il mange sa nourriture. Il a gentiment dit que, bien sûr, il le ferait, et que son invité mangerait également à sa guise avant qu'il ne refroidisse. Le cœur de Laetitia battait à nouveau, elle n'aimait pas ça, elle ne s'était calmée qu'hier, et maintenant, encore une fois, le cœur de la jeune fille battait particulièrement fort quand elle regardait Bertram. Après s'être ressaisie, Laetitia a précisé ce qu'il serait préférable pour elle d'appeler son interlocuteur, Votre Altesse le prince héritier, maître ou autre chose. Bertram, rougissant légèrement, nota en riant que la première option convenait, puis la jeune fille précisa si cela valait la peine de s'adresser à lui comme vous. Le prince rit à nouveau, demandant si cela commençait vraiment à déranger son invité. En regardant sous ses sourcils, mais en essayant de retenir son intonation, Laetitia a répondu qu'elle sait maintenant qui il est, alors elle essaie d'être polie. Incapable de le supporter, la jeune fille s'enflamma, disant que, bien sûr, elle n'était pas comme le reste des nobles, mais qu'elle avait une idée sur certaines choses. Le prince, à moitié abattu, à moitié irrité, dit qu'il comprenait. Et a demandé à Laetitia de ne pas se mettre en colère. Probablement, elle avait été instruite par un vieux palefrenier, qui avait été privé de son titre de baronial et de tous les privilèges par son propre fils pour ivresse. Bertram savait que le vieil homme était le seul à s'occuper de la fille dans tout le domaine, le prince savait aussi que le marié était officiellement à la retraite, mais il a également entendu la version selon laquelle la deuxième petite fille l'avait piégée et tuée. En sirotant du vin, l'héritier du trône a déclaré qu'en vérité, il préférerait que son invité fasse ce qu'elle voulait, a été surprise Laetitia. Le prince héritier a ajouté que si elle avait l'habitude de parler de manière informelle, alors cela lui convenait, alors elle s'est presque évanouie, même si elle a réussi à se contrôler, la servante de l'invité. Et l'héritier impérial, regardant dans les yeux l'incrédule Laetitia, dit qu'il voulait qu'elle voie en lui non pas un prince, mais simplement un homme nommé Bertram. Le prince a dit à l'invité étonné que parfois il lui semble que tout le monde le regarde, mais que personne ne le voit. Laetitia demanda à Bertram pourquoi il parlait maintenant comme un clochard, puis, s'adressant au prince par son titre officiel, elle ajouta qu'elle voulait dire quelque chose.
Bertram interrompit la jeune fille en lui disant qu'il voulait qu'elle l'appelle par son prénom. L'invité a dit d'accord et, appelant l'interlocuteur par son nom, comme auparavant, lui a demandé de lui confier le travail. Le prince rit, mais Laetitia expliqua qu'elle ne pouvait pas simplement se détendre pendant qu'on s'occupait d'elle, on lui avait appris que la faveur devait être remboursée. Bertram pensait que l'ancien baron avait appris à sa petite-fille un tas de choses inutiles, mais il demanda à voix haute ce que la fille pouvait faire. Après avoir écouté les réponses, le prince a expliqué qu'ils avaient déjà quelqu'un pour couper du bois et que personne ne réparait les vêtements déchirés dans le palais, il les jetait simplement ici, mais il a promis qu'il trouverait quelque chose.